Hugo est en train de compter ses mailles. Non, mais rend. Ouais, c'est nickel. On se retrouve pour un live 100% budget, finance. Yes. On va faire une genre de libre antenne sur l'argent, où vous nous avez envoyé vos questions concernant l'argent, le budget, les économies, les épargnes, des choses comme ça. On en a... On en a quelques-unes qu'on va répondre ce soir ensemble. On verra si on fera tout. On verra. S'il en reste, de toute façon, ça fera l'objet d'un prochain live finance. Ouais, je sais pas, c'est ça. Si on n'arrive pas à tout faire ce soir, on le fera ultérieurement. Ce sera un live, on va parler de finance. On n'est ni banquier, ni expert en bourse. On va vulgariser. Voilà. J'aime bien ce mot. On va vulgariser un peu les questions d'argent, de gestion de budget, de finances. On va parler un peu de choses très simples. Et des fois, on va parler de choses un peu plus complexes ou méconnues. Mais ça reste quand même non pas un débat, mais une discussion. Oui, bah vous êtes là avec nous. Vous êtes là avec nous et vous pouvez bien évidemment participer, donner votre avis. Si vous avez envie, vous aussi, de répondre aux questions dans le chat, n'hésitez pas, bien évidemment. On vous lit. Là, vous êtes 72. Il y a Audrey, Princess Boo. Romane, bah, on vous voit là. Bibou a pris le crochet. Non, c'est pas du crochet. Non, hein. c'est du tricot. C'est du tricot. Ne confonds pas, Aurélia, ne confonds pas. Non, c'est des aiguilles circulaires. C'est ça. J'aime bien les aiguilles circulaires. C'est vrai. C'est la même chose que les aiguilles droites, mais en plus confortable. Et pour ce live, vous nous avez envoyé vos questions en message privé sur Facebook et sur Instagram. Vous avez pris l'habitude. Donc merci beaucoup. On en a pas mal. On va en faire. On verra combien on en fait ce soir. On attaque tout de suite. Oui. Donc c'est pour rappel, on va parler argent, finance, gestion de budget. Vite fait, je vous fais un résumé. On va parler un peu d'immobilier, on va parler d'assurance vie, d'assurance décès, on va parler d'achat compulsif aussi. Il y a une question assez drôle là-dessus. On va parler de livret d'épargne, on va parler de mutuelle aussi. On va parler d'investissement locatif. J'ai fait le tour vite fait des questions. De SCPI, de risque, un petit peu de bourse aussi, il y a des petites questions. Donc tout ça, c'est des sujets, voilà. Oui, on espère que ça vous... que j'aime bien, et ça parle pas à tout le monde, mais c'est important. C'est important. C'est important de savoir quoi faire de son argent, comment le gérer au quotidien, et quand on peut réussir à épargner un petit peu, quoi faire de cette épargne. Hein. Donc là, c'est des questions, il y aura de tout. Bibou, c'est la présentatrice ce soir. Ouais, moi je suis un petit peu la présentatrice, hein, parce que bon, le sujet de l'argent, je le comprends, mais ça ne me passionne pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai mon tricot. Je comprends pas tout. Hein. Je comprends pas tout parce que je n'ai pas envie de m'y intéresser. Est-ce que tu auras des questions par rapport aux questions? Bah écoute, on verra en fonction des réponses que tu apportes. Si ça me pose question, je rebondirai. Ouais. Je commence par la première question, c'est parti? Première question. Première question. Que pensez-vous des assurances décès? Je me rends compte que j'en ai souscrit 2, mais ça ne m'a pas l'air avantageux. Alors, déjà, ce qui m'interroge dans cette question, c'est que l'abonné nous a dit qu'elle en a souscrit 2. Donc, les assurances décès, déjà, c'est quoi une assurance décès? C'est, comme son nom l'indique, c'est une assurance, c'est-à-dire que tu vas verser un capital, enfin, tu vas verser une cotisation mensuelle ou trimestrielle ou annuelle, bon, généralement, suivant ton âge, tu vas payer plus ou moins cher, c'est une prime, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça une prime. Tu vas verser ça, comme ça, tac, 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 tac. Et l'idée de cette assurance décès, c'est que s'il t'arrive quelque chose, une rente, enfin une prime sera versée à ton conjoint ou à tes enfants ou à la personne que tu décides qu'elle soit versée à ton décès. Donc c'est une assurance préventive, en gros, voilà, c'est s'il m'arrive quelque chose, s'il m'arrive un accident, j'ai payé cette assurance-là et cette assurance-là va verser
quelque chose à ma femme, à mon mari ou autre. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, en cas de décès accidentel, tu ne laisses pas ta famille dans le besoin, parce qu'il faut savoir que une grande majorité des gens qui sont, j'allais dire interdits bancaires, mais non, qui sont surendettés en France sont souvent des gens divorcés, veufs, etc., qui ont eu donc un souci familial. Cette assurance décès est là justement pour empêcher ça. Voilà, vous avez un décès dans votre famille, votre mari, votre femme, hop, l'assurance décès va vous verser quelque chose. Ça va dépendre d'énormément de facteurs, hein, mais ça peut être des grosses sommes, hein, 100 000 euros, voilà, ça peut monter quand même de façon assez importante. Par contre, s'il n'y a pas de décès, tout l'argent que tu auras donc versé tous les mois, tous les ans, tu l'as perdu. Hein. C'est pas une épargne, c'est pas un placement financier, une assurance décès. C'est pas un placement financier, c'est un peu du gambling. Moi, je vois ça un peu comme du gambling. Tu paries un peu. Il y en a qui vont voir ça comme quelque chose de rassurant. Du coup, c'est un peu macabre. Moi, je vois ça un peu comme quelque chose de macabre qui peut être Donc, intéressant. un peu comme le mauvais sort. Voilà, ça peut être intéressant pour certains profils, mais il faut faire attention. Alors, pourquoi tu en as souscrit 2? Alors ça, je ne comprends pas vraiment. Je pense que là, tu t'es fait un petit peu arnaquer. Essaye de voir ça. On peut se désabonner. On peut mettre fin à une assurance décès très facilement. Hein. C'est reconduit tacitement tous les ans. Donc tu dis j'en veux plus et puis hop voilà. Par contre voilà, tout l'argent qui a été versé sur l'assurance décès, il est perdu. Hein. C'est pas un placement. Tu places pas ton argent. Il va fructifier, il va faire des petits et hop, il est versé ensuite à ton décès, à ton conjoint, à ta conjointe. Non, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout. Donc, et puis surtout que passé un certain âge, l'assurance décès, hop, elle s'arrête. Hein. Passé 80 ans, je crois que même il y a certaines assurances décès, passé 70 ans, hop, c'est fini. Elle n'existe plus. Tout l'argent que tu as versé, tu l'as versé, il est pas à toi, tu le récupéreras jamais. Donc c'est pas non plus un super plan. Mais pour certaines personnes, il y en a qui aiment bien. Bon, voilà, après. Ouais, donc en gros, il faut espérer, faut presque espérer avoir un décès, quoi, pour que ce soit intéressant. Voilà, et d'autant que ce qui est encore un peu plus vicieux, je trouve, dans les assurances décès, c'est que certaines assurances décès ne prennent en compte uniquement les décès accidentels. Et accidentels, ça exclut les infarctus et les AVC, les cancers, tout ça. Ça inclut uniquement les accidents de la route, accidents de parachute, accidents de tricot, accidents de films porno, enfin, non, bref. Voilà, donc c'est à prendre... C'est pas terrible, quoi, en gros. Honnêtement, mais tous les banquiers que j'ai pu croiser ont essayé de me vendre ça. D'accord. En me disant, franchement, si vous arrive quelque chose, votre famille, ils peuvent avoir 200 000 euros de versés. En fait, autant prendre une assurance vie et... L'avantage de l'assurance décès, c'est que ça coûte pas cher. C'est-à-dire que ça va te coûter peut-être 200 euros par an. Donc, imaginons, tu verses 200 euros par an, tu commences à 30 ans. Plus tu vieillis, plus tu vas payer cher. Mais à 30 ans, tu vas commencer à payer 200 euros par an. Au bout de 10 ans, ça va te coûter 2 000 euros. Donc, c'est rien, 2 000 euros sur 10 ans. Au bout de 20 ans, ça va te coûter 4 000 euros. Donc, en soi, c'est pas cher. Parce qu'en 20 ans, ça t'a coûté 4 000 euros. Quoique, non, c'est faux ce que je vous dis, parce que ça augmente. Hein. Plus tu vieillis, plus tu augmentes. Hein. Passer 45 ans, ça va pas te coûter 200 euros tous les ans, ça va te coûter 500. C'est pas aussi rentable que mais au final, ça va peut-être te coûter 10 000 euros. Et si tu meurs avant l'âge, machin, ta famille, peut-être qu'elle va avoir 100 000 euros. Donc au final, c'est intéressant si tu calcules comme ça. Mais c'est un peu du pari. Et moi, perso, je suis pas fan de paris. Mais tu paries sur un décès accidentel. Je parie jamais sur le sport ou sur autre chose. Encore moins sur le décès. Ça n'a rien à voir avec l'assurance vie Marsupilami. Et justement, c'est ce que je reproche, moi, à l'assurance vie. C'est que l'assurance vie, ils utilisent le mot assurance. Pour moi, l'assurance vie, c'est pas une assurance. C'est un placement. Oui, c'est une épargne vie. C'est une épargne vie. Et moi, c'est Parce vrai qu'une assurance, qu'avant, c'est quelque chose vie, qui te... tu sais, je pensais que c'était justement le même principe de l'assurance décès. Je croyais que c'était ça, l'assurance vie. Bah oui, parce que... comme toutes les assurances, mais comme plein de gens. Payes, mais comme plein de gens. Tu récupères pas cet argent. Tu payes pour au cas où il t'arrive quelque chose. Et plein de gens se font avoir par l'assurance décès parce que tu as assurance décès et assurance vie. Et puis plein de gens se font avoir et ne prennent pas d'assurance vie parce que comme moi avant... Tu croyais que c'était l'assurance décès? Je pensais que c'était le même principe en tout cas. Non, l'assurance vie c'est un placement. Non, maintenant je le sais maintenant. Mais tu places 10 000 euros sur ton assurance vie, voilà, ils sont à toi. Tu vas peut-être perdre un peu suivant si tu choisis
un profil plus ou moins risqué. Mais l'assurance décès, si tu verses 4 000 euros, tu as versé 4 000 euros. C'est comme une assurance, c'est comme l'assurance de ta voiture. Tous les ans, tu payes 300 euros pour ta voiture. Au bout de 10 ans, tu as donc payé 3 000 euros. Si t'es rien arrivé, que tu n'as eu aucun accident, rien du tout, tu as perdu. 3 000 euros. C'est une assurance habitation qui est là pour couvrir des dommages. Voilà, l'assurance décès. Au cas où. Ton dommage, c'est le décès. Bon. Au cas où. C'est vraiment un principe d'assurance. C'est voilà, tu cotises et en cas de soucis, hop, on te verse quelque chose. C'est pareil pour l'assurance chômage. Tous les salariés cotisent et si, hop, tu perds ton emploi, bim, on pioche dans la cagnotte et on reverse aux chômeurs. L'assurance décès, c'est une assurance. C'est vraiment le fonctionnement assurantiel de base, à ne pas confondre avec l'assurance vie qui devrait être renommée en épargne vie. Voilà. D'accord. Exactement. Ok, on peut passer à la question suivante, je pense. Ah bah oui. Sauf si t'as besoin, mais peut-être que t'avais autre chose à rajouter, je sais pas. Non. Ah, c'est tout. Je vois quand j'ai fini, tu enchaînes. Désolé. Quel est le meilleur placement sur le long terme actuellement pour préparer sa retraite? Alors, il y avait le actuellement, qui, à mon avis, est dû à la situation Financière actuelle. sanitaire Oui. et financière et Oui, et économique. financière. Je veux dire, ça a un impact. La situation sanitaire actuelle a un impact sur l'économie. Et voilà, c'est vrai que ça peut être un petit peu... on peut être un peu frileux pour placer son argent, savoir où le placer, que faire. Mais, pour moi, le mot actuellement n'a pas lieu d'être, parce que même si on est... Surtout si tu dis actuellement sur le long terme. Voilà, exactement. Si tu as une vision à long terme et que donc tu veux préparer ta retraite... Le actuellement, on s'en fiche. Le actuellement, on s'en fiche, parce que la crise sanitaire, la crise financière, la crise économique, à un moment donné, c'est pas ça qui va faire quelque chose sur ton... Sur ton long terme. Sur ton long terme. Donc, quel est le meilleur placement pour préparer sa retraite? Ça va dépendre de tes revenus, de ta capacité d'épargner, de ta capacité à vouloir prendre des risques ou pas. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es célibataire? Pourquoi tu veux préparer ta retraite? Mais est-ce que c'est que pour toi? Est-ce que tu as une famille derrière toi, etc. Ça va dépendre de plein de facteurs. L'assurance vie, ça va être le plus simple. Vraiment le plus simple, l'assurance vie. C'est le plus simple. Tu places ton argent sur l'assurance vie, ne pas choisir n'importe quelle assurance vie. Ça, je vous l'ai déjà dit. Évitez toutes les assurances vie bancaires. Tout, hein. La Poste, Banque Populaire, Crédit Agricole, tout ça, vous évitez. Vous allez sur des assurances vie de type AFER, A-F-E-R, où il y a également Guépard, G-A-I-P-R, voilà, qui sont des assurances vie dites associatives ou qui sont mieux gérées et qui vont être beaucoup plus rémunératrices et beaucoup plus simples à comprendre. C'est-à-dire que votre banquier, lui, va essayer de vous expliquer l'assurance vie, mais lui-même ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc n'allez pas sur les assurances vie bancaires, évidemment. Donc je vous répète, Affaire ou bien Guépard, c'est très bien. Parce que les taux sont vraiment meilleurs. Les taux vont être meilleurs. Auprès des banques. Et l'explication qu'on va vous faire de qu'est-ce que c'est que l'assurance vie et où va votre argent et à quoi il est utilisé. Ce sont des organismes qui sont spécialisés là-dedans, donc forcément, ils s'y connaissent mieux que les banquiers. Exactement. Et... Hop. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je regarde pourquoi ça bug un peu. Je sais pas si ça bug chez vous, mais chez nous ça bug sur notre retour, donc je sais pas si ça a une incidence chez vous ou pas. Il faudrait vite fait le dire en com. Ouais, dites-nous si vous voyez que des fois ça plante, que nous ça plante par moment en fait. Donc on sait pas si ça vient de notre réception ou de l'émission. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas trop. Mais effectivement, Oda, si tu as une assurance vie à ta banque, t'inquiète pas. Nous aussi, on a une assurance vie à la banque. Mais, on n'est pas perdant en ayant une assurance. Non, mais je ne l'alimente plus, l'assurance vie. Voilà, mais on n'est pas très gagnant. C'est-à-dire que l'assurance vie de ta banque, par exemple, peut te rémunérer sur le fonds en euros. Donc, c'est le fonds en euros, c'est le fonds le plus sécurisé. Tu peux avoir des assurances vie qui vont te rémunérer à 0,5%. Voilà, ou à 0,6. Ça bug un peu chez tout le monde. Mais voilà, ouais, ça bug un peu apparemment. Bon, écoutez, ça frise de temps en temps. Ouais, non, c'est nickel. Bah, ça doit dépendre de la connexion de chacun. Alors. Mais effectivement,
Il y a un truc à décocher, je crois. Hein. Si vous regardez, c'est un truc à décocher dans vos paramètres, là. Latence basse ou je sais pas quoi, tu décoches. Tu décoches ou tu coches. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On disait quoi? Que On l'assurance parlait vie des de banque assurances. va vraiment... Le rendement de l'assurance vie des banques est vraiment... Il est faible, il est c'est- quasi nul. C'est trop faible, c'est vraiment, faut partir de là. Donc sur le long terme, l'assurance vie, c'est le plus pépère, le plus tranquille, d'autant que tu peux aussi choisir un profil de risque dans ton assurance vie un peu plus risqué, du coup. Partir sur des unités de compte. Les unités de compte, ça va être des... Ça va être un moyen de diversifier tes placements et de ne pas mettre tes œufs dans le même panier. Hein. Si tu choisis un profil 100% zéro risque sur le fonds en euros, c'est de plus en plus déconseillé. Pourquoi? Parce que ça rapporte quasiment plus rien. Ça rapporte quasiment plus rien. Et si on parle là d'un placement à long terme, c'est que tu as envie quand même que ça te rapporte un petit peu d'argent. Si ton épargne, tu la bloques et tu la mets de côté pendant 40 ans de vie active et qu'à la fin, tu te rends compte que sur tout l'argent que tu as placé, au final, tu n'as gagné que 5000 euros, tu vas pas faire long feu. Je veux dire, 5000 euros, c'est 10 mois de retraite. Hein. Et est-ce Et qu'on peut encore, avoir... et encore, je suis généreux parce que ça te fait donc 500 euros par mois. Non, vraiment, voilà. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs assurances vie? Non. Demande Hollywood. Oui, on peut avoir plusieurs assurances vie. Mais il n'y a aucun intérêt. Il faut Yeah. juste choisir le bon truc et puis Voilà. mettre... C'est ça. Si vous avez encore une assurance vie à votre banque, qui donc ne vous rapporte très peu, hein, arrêtez les versements. Je dis tout de suite. Vous pas arrêtez obligé les- de fermer le compte, mais... Vous n'êtes pas obligé de le fermer, ou alors vous le fermez, ça va rien vous coûter. Vous le récupérez votre argent très rapidement. Au niveau fiscal, ça coûte presque rien. Vous pouvez fermer même avant les fameux 8 ans. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'assurance vie, c'est de l'argent qui est bloqué pendant 8 ans. Non, c'est juste que pendant 8 ans, tu vas avoir, si tu retires ton argent pendant ces 8 années, tu vas avoir Des petits frais. des petits prélèvements, mais ridicules, vraiment des prélèvements ridicules. Donc n'hésitez pas à clôturer votre assurance de vie à votre banque et à l'ouvrir sur des organismes un peu plus rémunérateurs et qui gèrent un peu mieux votre argent et qui vous conseilleront mieux. Est-ce que c'est plafonné, les assurances vie? Ah oui, c'est plafonné. Après là, j'ai pas tous les plafonds en tête, mais c'est plafonné. Oui, il y a des plafonds, je crois. Là, j'ai plus exactement tout, mais Ça doit dépendre de toute façon des organismes et des assurances mais vie. attends, je veux dire, là, si Aurélie parle des plafonds, des tout petits plafonds, par exemple du livret A, le livret A, il est plafonné à 22 000 euros. Non, là, en assurance vie, ça n'a rien à voir. Là, en assurance vie, tu peux vraiment Et le verser. but de l'assurance vie, ce n'est pas une assurance, encore une C'est fois, on de appelle mettre- ça assurance vie, tu mais c'est mets- une épargne. C'est mettre de côté, que ça fasse des petits à la fin de l'année, on a des intérêts. Et Pour puis, vous donner une idée, le taux du fonds en euros de l'assurance vie à faire l'année dernière, il était de 1,85% de rémunération, contre 0,5% pour le livret A, et contre la même assurance vie dans notre banque, il était à 0,8%. Donc vraiment pour vous dire que quand tu vas sur des assurances vie comme Affaires ou Guépard, GAIPAR, tu peux gagner un point de plus au niveau rémunération, c'est très intéressant. Et c'est peu risqué. Après aussi, tu peux choisir d'avoir un profil d'assurance vie un peu plus risqué où tu vas aller sur les unités de compte. Et là, tu vas pouvoir avoir des rendements des fois de 3, 4 à 5%. Là, c'est très intéressant, mais il faut ne pas avoir peur du risque. Donc pour le long terme, l'assurance vie, je vous le conseille. Si ensuite vous vous intéressez à l'immobilier, je vous conseille les SCPI. Les SCPI, c'est quoi, Bibou? les SCPI, S. ce sont des sociétés civiles de placement immobilier. Yes. C'est de la pierre papier, c'est de l'immobilier papier, c'est-à-dire que vous allez investir en immobilier, c'est très intéressant, parce que vous pouvez le faire à partir de 1000 euros, donc c'est des tickets d'entrée qui sont très faibles. Vous pouvez donc acheter des parts d'un immeuble à partir de 1000 euros, 5000 euros, c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet de mettre le pied dans l'immobilier sans avoir les inconvénients de l'immobilier classique, c'est-à-dire les travaux, la gestion des locataires, la gestion des agences, la gestion Et des puis c'est plus impayés. cher à l'achat aussi. Et évidemment, c'est plus cher l'achat. Là, les SCPI, tu l'achètes comptant. Tu peux accéder voilà, à 1000 euros ou 5000 euros. C'est un peu, voilà, c'est très intéressant. Et la SCPI, ça te permet quoi? Ça te permet donc De percevoir des loyers. de percevoir des loyers. Donc, tu as des loyers qui sont versés généralement trimestriellement ou semestriellement par les sociétés de gestion.
Je vous conseille, si vous voulez vous renseigner sur les SCPI, la centrale des SCPI. Prime aussi, c'est une très bonne société qui va vous conseiller en SCPI. Prime c'est P-R-I-M, Alliance, tout collé. Prime prenez des notes. Hein. Et ça va vous permettre donc d'accéder à l'immobilier papier. Voilà, donc vous achetez pour 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, suivant votre capital, suivant ce que vous avez envie d'investir, des parts dans une société qui va acheter, elle, des immeubles. Cette société va acheter plusieurs immeubles. Hein. Il y a des SCPI qui vont être spécialisés dans la santé, il y a des SCPI qui vont être spécialisés dans le bureau, il y a des SCPI qui vont être spécialisés dans le résidentiel, il y a des SCPI spécial Paris. Par exemple, en ce moment, là, avec les JO 2024, le Grand Paris, le RER, tous les trucs qui se font, il y a des SCPI qui sont spécialisés là-dedans, dans le Grand Paris, etc. Il y a des SCPI qui sont spécialisés dans les logements écologiques et tutti quanti. Ça dépend après de votre... comment on appelle ça? Comment on peut dire? J'ai un bug. De votre... de là où vous vous sentez le mieux. Après, voilà, en ce moment, évidemment, tout le monde le sait, tout ce qui est commerce, tout ça, c'est un peu à éviter. Hein. Le commerce à l'ancienne, type H&M, Tati, tous ces types d'immeubles-là sont voués à disparaître, hein, avec le e-commerce qui prend beaucoup plus de place. Donc les SCPI qui sont spécialisés en logistique, ça c'est très tendance. En santé, évidemment, hein, parce que les maisons de santé, les EHPAD, tout ça, on en construit de plus en plus. Les SCPI de bureau aussi, ça, c'est très intéressant. Même si certains disent, attention, le bureau, peut-être que ça va être aussi amené à disparaître avec le télétravail et tout ça. Donc je vous répète, la centrale des SCPI est Prime Alliance. Ça, c'est très intéressant parce que tu peux avoir des rendements de 4 à 5%. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Faut que tu boives un peu, parce que ça inquiète tout le monde. Non, ça va. Et du coup, ça vous permet d'avoir des rendements de 4 à 5%. Et d'avoir un pied dans l'immobilier sans avoir tous les inconvénients de l'immobilier. Et là, c'est vraiment très, très, très intéressant. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un petit peu d'argent de côté, que vous voulez diversifier vos placements, sortir de l'assurance vie classique, peu risquée, que tout le monde connaît, quoique même certains ne connaissent pas apparemment. Hein. Du coup, voilà. La SCPI, c'est aussi très intéressant sur le long terme parce que c'est des placements qui sont conseillés. On les conseille de les garder minimum 10 ans et il y a plein d'épargnants qui gardent leur part de SCPI pendant 20-30 ans parce que tu perçois des loyers très régulièrement. Et ça, c'est très intéressant. Ok. Pourquoi tu dis que l'assurance vie est peu risquée? Parce que quel que soit le placement financier que tu vas perdre, que tu vas faire, tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre de l'argent, il faut vraiment être conscient de ça. Si tu veux pas perdre d'argent, tu mets tes billets sous ton matelas. Là, c'est zéro risque. Quoique non, parce que tu peux te faire cambrioler. Oui. Le placement zéro risque, mais qui rapporte rien du tout, c'est le compte courant. Le compte courant. Mais ça, c'est pas un placement. Ensuite, le deuxième, mais il rapporte rien. Il rapporte rien. Le deuxième, c'est quoi? Le livret A. Le livret A qui rapporte 0,5. Le livret A qui rapporte 0,5%. J'allais dire 0,8, tu vois. Non, 0,5. Après, t'as un très très bon placement sans risque, zéro risque, mais qui est plafonné à 7 000 euros, c'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Et il n'est pas disponible pour tout le monde. Il est à 1,25, voilà. Et il faut avoir des revenus bas pour pouvoir ouvrir un LEP. Ensuite, tous les autres placements, c'est du 0,5, du 1. Et c'est vraiment des placements qui rapportent peu. Et qui ne servent à rien sur du long terme pour préparer la retraite. Et là, vraiment, on répondait à la question quel est le meilleur placement sur le long terme pour préparer sa retraite? C'est vraiment l'assurance vie qui est peu risquée. Et si tu as envie de mettre un peu plus de risque, qui dit plus de risque dit plus de rendement. Ça, c'est très important. Très important à savoir. Que les taux sont forcément meilleurs. Là, je vous parle de SCPI. Par exemple, la SCPI, en moyenne, c'est 4,5% de rendement par an. Tu le compares au livret A qui est 0,5%, tout de suite, tu vois la différence. Hein. C'est ça. Tu vois la différence parce que 0,5%, c'est-à-dire que pour 100 euros, le livret va te rapporter 50 centimes. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent à placer, tout de suite, c'est plus rentable d'avoir des taux intéressants. Voilà, c'est ça.
Les placements risqués peuvent te faire perdre de l'argent, mais surtout, ils vont te faire gagner beaucoup plus. Après, c'est à toi de et- peser le pour et le contre, Ça- d'essayer de te renseigner sur les bonnes unités de compte à choisir. Et C'est c'est ça. pour ça que dans les assurances vie, les organismes voilà, comme l'affaire et quoi Guépard Guépard, ouais. Je crois que j'allais dire une bêtise. C'est ça. Sont, voilà, ils sont formés là-dessus. Donc, ils sont à même de conseiller C'est ça. quoi prendre, quoi faire. Faut Exactement. choisir. À quel taux de risque, parce qu'on peut toujours avoir un fonds quoi. Tu as toujours des risques. Le fonds en euros, c'est comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des risques dans tout dans la vie. C'est-à-dire que si tu achètes une maison, là regardez, nous on a acheté une maison là. Bon, on va parler aux propriétaires ou aux gens qui vont acheter une maison. Tu achètes une maison. Tu te dis, c'est un placement sans risque. Tu achètes ta maison, tu l'achètes 300 000 euros, tu as fait un crédit sur 25 ans, ça te coûte quasiment rien parce que voilà, ça te coûte 700, 800 euros par mois, donc c'est gérable pour toi, pour ton niveau de vie, c'est tranquille, nickel. Hop. Placement sans risque. Souvent, on se dit, le placement sans risque, c'est l'achat immobilier. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le sud, là, dans les Alpes-Maritimes? Il y a eu une crue, des inondations de malades. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Les incendies, les tornades. On pense souvent que l'immobilier, par exemple, est un placement sans risque. Acheter sa résidence principale, c'est pas risqué. Mais si, c'est risqué, parce que si tu perds... Acheter un bien que tu vas mettre en location. Tu peux avoir des risques partout. Tu Ouais. peux avoir des locataires qui te payent plus. Ta maison peut partir en feu, peut être emportée par une coulée de boue. Il y a toujours des risques dans la vie. Et donc l'assurance vie, c'est un placement qui est peu risqué ou qui est... Pourquoi est-ce que ces placements-là sont risqués? Parce que ton argent, tu vas le donner à des sociétés de gestion qui vont le gérer, qui vont le placer ensuite sur différents fonds monétaires, fonds d'investissement. Elles vont investir dans les énergies renouvelables, elles vont investir dans le pétrole, elles vont investir dans l'économie, dans les nouvelles technologies, elles vont investir dans l'économie dite du troisième âge, elles vont investir dans plein de secteurs différents. Si tu choisis et que tu dis à ton conseiller, moi je veux une assurance vie peu risquée, donc généralement c'est vraiment où ton capital est garanti, mais où tu vas avoir un rendement ultra faible, hein, ça va être du 0,8%, des fois du 1%, et ben du coup, la société de gestion, elle va investir ton argent dans des fonds peu risqués, des fonds qui sont tranquilles, qui sont pépères. Il y a plein de secteurs d'activité en France et dans le monde qui sont absolument pas risqués. Et il y en a d'autres qui sont plus risqués, mais qui sont plus rémunérateurs. Tous les fonds, par exemple la robotique, tout ce qui concerne les recherches, en ce moment dans le Covid par exemple, toutes les recherches, tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est recherche scientifique, etc., c'est des fonds, c'est des pôles d'investissement qui sont risqués parce qu'on ne sait pas où ça va nous mener, mais il y a des gens qui décident de miser là-dessus et qui décident donc de peut-être perdre un peu de leur capital, voire beaucoup de leur capital, mais aussi de gagner beaucoup. Est-ce que tu Voilà. peux expliquer vite fait comment c'est possible qu'on puisse perdre de l'argent dans les assurances vie? Mais je l'ai dit là. C'est-à-dire Ah, que ton argent, il va être investi par la société de gestion qui est donc... Ah, mais explique-le clairement. Bah, Voilà. tu Qu'est-ce as- qui se passe? Donne un exemple bête. Ben, je sais pas, moi, si ta société de gestion va investir dans... alors moi, par exemple, imagine, moi, je vais créer une société. Je vais créer une société, moi, Babou, et ma Ça société... existe déjà. Voilà, j'ai envie de créer une société qui va créer des robots et mes robots vont être là pour aider les personnes âgées, Peu importe, tu crées un truc, Et les gens pour remplacer, ils investissent, voilà. ils mettent de l'argent dedans parce qu'ils croient en ton projet, ils ont C'est mis de ça. l'argent dedans. et ben si Et ça sauf marche que pas, c'est un bid total, Et ça voilà. ne marche pas, donc Ça marche cet pas. argent est perdu. c'est ça exactement. Mais après, il faut le voir sur des échelles extrêmement qui sont massives. C'est dans le monde, il y a des milliards et des milliards d'euros, de dollars qui sont investis dans plein d'endroits différents. C'est-à-dire que c'est vrai qu'à notre toute petite échelle, on s'en rend pas compte parce qu'on va placer 1 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Mais pour nous, c'est beaucoup. Une personne qui va placer 10 000 euros sur son assurance vie, c'est beaucoup. Mais sachez que quand on dit qu'il y a une possibilité de perte en capital sur l'assurance vie, si tu places 10 000 euros, tu vas rien perdre. Hein.
Si tu perds 300 euros ça et là, c'est ridicule. C'est vraiment, le capital risque est très faible. Très très faible. Par contre, ensuite, tu peux choisir d'avoir un risque un peu plus important. Et là, donc de miser sur des sociétés, sur des fonds. Quand on parle sur des unités de compte, tu as plusieurs fonds comme ça d'investissement, ou des sociétés qui peuvent être plus prometteuses, mais plus risquées, parce que peut-être que des fois, on ne connaît pas exactement le secteur d'activité. Hop, là, tu vas gagner plus. Mais tu peux aussi perdre un petit peu plus. Voilà. Crise de 2008 aux USA, faillite de l'immobilier pour les particuliers et des banques, tout est risqué au final. Voilà, aux USA, bon, la crise de 2008, et c'est vrai que elle est assez compliquée à expliquer, mais en résumé, c'est à peu près ça. En 2008, il y a des familles aux États-Unis qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Pourquoi ? Parce qu'il y a des banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Donc les gens qui avaient leur argent dans ces banques-là n'avaient plus... C'était tout a explosé. Tout a explosé. L'immobilier est parti en couille. De très grandes banques aux États-Unis sont parties en couille. Et toi qui avais ton argent dans ces banques-là aux États-Unis, tu te disais, bah, ça va, tranquille, pépère. Au final, non. Il y a des familles qui ont vraiment eu... voilà. Une petite question un petit peu sympathique. Dès que je vais dans un magasin fourre-tout, type Action ou autre, je ressors toujours avec plein de trucs et j'ai l'impression que rien n'y fait. Je n'arrive pas à me contrôler. Comment faire ? C'est assez drôle. Attention à toi. C'est une question drôle, c'est suite à... Bah, notre vlog, certainement. Au vlog qui est sorti ce matin ou hier, je sais plus. Mais tu disais toi-même, en plus dedans, que si tu avais une action juste à côté de toi, tu pourrais pas te contrôler. Oui, mais non. Mais en fait, quand Non, il m'a parce dit que ça, là- non, je l'ai parce que- repris et je lui ai dit non, mais en plus, c'est même pas vrai. Parce qu'avant, on habitait à côté Ouais, c'est vrai. d'Action. Et Ouais. c'est pas vrai, il était pas fourré dedans tous les 4 matins. Ouais. Donc, c'est pas vrai. C'est ça. Donc, Mais t'avais oublié. là, la question, c'est... Elle dit, je ressors toujours avec plein de trucs. Oui, c'est Donc le là, on fait est pas- plus sur de de l'achat l'achat... compulsif. De l'achat, voilà, ouais, compulsif, c'est ça. Ouais, achat compulsif étant donc un achat qui n'est pas réfléchi, qui est... voilà. Alors, la solution de Clément, c'est de ne pas y aller. Oui, non, mais c'est vrai. Déjà, c'est un premier truc. Si Et tu sais, ouais, si si tu sais que tu vas pas pouvoir te contrôler, que tu vas acheter plein de trucs, tu vas pas dedans. Et déjà, au moins, t'es sûr que si tu vas pas dedans, tu vas pas acheter, quoi. Oui. Voilà. Si tu sais que rien n'y fait, que vraiment, tu es une acheteuse compulsive... Il y a des gens qui sont malades, hein, vraiment. Ou alors, tu vas sans ta carte bleue avec un budget. Juste, t'as 20 euros en liquide, par exemple. Ou Ça je sais pas. peut. Voilà, ça peut être une Il y a des gens solution qui aussi. sont plus à l'aise avec des billets. Parce que justement, la carte bleue, il Ça dépasse. part trop facilement. Ça part trop facilement. Après, ceux qui sont acheteurs compulsifs, vraiment maladifs, là, il faut demander à monsieur ou madame, conjointe, de vous... Comment dire ça ? De vous prendre la carte. Non, mais c'est vrai, hein, moi j'ai déjà vu un reportage, il y a une femme, son mari, il lui avait pris sa carte bleue, et rien n'y faisait. Elle allait sur les sites internet, elle allait commander sur Sarenza, etc. Là, c'était vraiment la maladie, quoi, tu vois. Là, c'était assez violent. Hein. Mais donc, quel conseil on peut lui donner ? Bah ouais, De pas y aller. Déjà de pas y aller. Ensuite, sinon d'y aller avec un budget, donc en liquide. Voilà, comme ça tu ne peux pas dépasser. Et de savoir, c'est vrai que les magasins comme Action, ou Jiffy, enfin tous ces machins-là, il y a plein de trucs. Mais il faut vraiment, quand tu rentres dans les... T'y vas pour acheter un truc en fait. T'y vas, voilà, t'y vas. Tu te dis pas, oh tiens, de la déco. Surtout, le pire, c'est Et la puis déco. t'y vas pas pour te dire tiens, je vais voir s'il y a des trucs à acheter. Ça c'est pas... Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça. Il faut faire attention à la déco aussi, parce que souvent, les femmes qui vont là-bas, dans ce type de magasin, elles ressortent souvent avec de la déco. Action. Ouais, à Action, il y a beaucoup de déco, à Action, à Jiffy, à tout ça, à Centractor, Stocomanie, tout ça. Parce que la déco est pas chère, les décorations de Noël, les crèches, Ouais. tout ça. Et il faut réussir à se dire, est-ce que j'ai besoin de déco ? Et c'est ça le piège. C'est pas parce que tu vois quelque chose de beau, qui irait bien chez toi, que tu dois l'acheter. Laisse ton mur vide, c'est pas grave. T'as pas besoin d'une connerie de plus qui va prendre la poussière. Voilà. Et puis après tu peux te dire voilà s'il y a telle chose de déco qui te plairait bien, tu essaies de le faire toi-même. Voilà. C'est ça. Il y a Oda qui dit bientôt on va pouvoir payer avec son téléphone. Sache qu'on peut déjà le On faire. peut déjà, oui. Moi je paye avec mon téléphone déjà. Pour C'est très pratique. Et elle rajoute, Oda, tout est fait pour qu'on dépense facilement. Non,
tout est fait pour qu'on paye facilement. Ensuite, à chacun de savoir se gérer. Si tu sens que tu peux vraiment pas te gérer, comme l'a dit Bibou, tu vas avec 20 euros, sans téléphone, sans carte bleue. Ouais. Punct. Point. Ouais. Ou alors, tu vas pas. Et comme ça, t'achètes pas. Après, si vous avez d'autres conseils dans le chat, Moi, je vois que ces deux trucs. Hein. prendre le facteur besoin en compte. C'est ça. Oui, bah déjà, le facteur besoin, si tu le fais rentrer en compte, tu ne vas pas à Action. Et vraiment, je reviens sur la Parce déco. que personne n'a besoin d'aller à Action. Sauf si justement, tu as besoin d'acheter des boutiques, tu as besoin d'acheter des boîtes en plastique, d'acheter, Oui, de refaire ton mais stock. dans ce cas-là, Si tu t'es prof. sais ce que tu vas acheter, tu sais combien Voilà. ça va te coûter, tu y vas avec ton budget, point. Il y a beaucoup de profs qui vont dans ce type de magasins parce que Ouais. les stylos sont pas chers, les gommettes, les autocollants, tous les trucs créatifs, là, les Oui, scrapbooking, tout ça. mais dans ce cas-là, tu vas avec un budget. Voilà, c'est ça. Et En vraiment, liquide. ne pas y aller juste comme ça pour y aller. Ikea, c'est pareil. Souvent, les gens, ils vont à Ikea pour traîner à Ikea. Et après, tu repars avec un bougeoir, un cendrier, de la déco, des fleurs en plastique, plein de conneries. Et vraiment, je reviens sur la déco. La déco dans une maison, honnêtement, sans déconner, hein, en fait, ça sert... tu fais une déco, si tu veux, tu la renouvelles tous les 5 ans, tous les 10 ans, quoi, mais ta déco, il faut vraiment faire attention à ça, à tous les petits trucs que tu achètes et qui vont venir encombrer ta maison. C'est vraiment du stockage, et c'est comment on peut appeler ça? C'est du stockage, c'est vraiment de la surconsommation. Et la déco, je trouve que c'est le pire. C'est vraiment le pire, la déco, parce que souvent tu te dis c'est beau, c'est beau, c'est beau, et tu surconsommes, tu prends des horloges. Et souvent, vous remarquerez chez les gens, ils ont des horloges murales là, qui ne marchent pas forcément, c'est plus pour décorer des grosses horloges, des gros bougeoirs. Mais nous, les premiers, hein, on avait ça. Oui, oui, non, mais tu peux en avoir une. Mais après, une ou deux. on les a jamais changés. Tu peux en avoir une ou deux. Mais Faut pas les changer tous les 4 matins aussi, parce qu'il y a des gens, ils changent de déco très régulièrement, peut-être trop régulièrement, et que du coup, à un moment donné, ça devient cher, quoi. Non, c'est ça. Et il y a Pop qui nous dit la déco, c'est personnel aussi. Oui, c'est personnel, chacun ses goûts. Mais- On parlait pas des goûts de mais la déco. Mais... De la surdéco, souvent la déco, c'est un piège dans le budget. Vraiment, j'insiste. Hein. Parce que déjà, il y en a, ils achètent des étagères. Tu sais, ils achètent de la déco et après ils se disent ah ouais, mais j'ai pas la place. Donc ils vont acheter des étagères pour mettre leur déco. Et souvent, tu vois chez des gens, il y a des étagères À déco. à déco qui ne servent à rien. Tu as une étagère avec un bougeoir, un petit cadre et puis un petit truc zen avec un râteau. Et puis après, tu as une autre étagère. Et puis après, tu as plein de petites décos qui en soi coûtent pas cher. Non, mais c'est pas ça. Ça C'est coûte pas après, cher, mais- après l'esthétique Oui. peut apporter un confort de vie Oui. personnel. Mais Donc si ça, tu- je le comprends. Mais si tu après te rentres dans un cercle où Mais il faut pas sans cesse vouloir le changer. Parce que dans ce cas-là. et c'est pas cher, le piège c'est que c'est pas cher à Action, à Et puis en plus, Stocomanie, tout ça. ça devient du gaspillage aussi par rapport à notre petite planète. Et c'est des trucs super durs à vendre. Honnêtement, c'est pas facile à vendre ça. Et puis ça prend la poussière, un tas. Regarde. Il y a l'Hollywood qui dit tu fais les brocantes, tu trouves des trucs super cool pour 20 centimes. Tu vois, c'est des trucs que tu vas acheter pas cher à 2 ou 3 euros et que tu vas revendre quoi à 30 centimes. Et parce qu'au final, tu te rends compte que voilà, ça prend la poussière, ça t'encombre les murs. Et puis au final, tu voulais acheter 3 trucs à Stocomanie et tu sors avec 30 euros d'achat alors que tu voulais acheter que pour 3 boîtes en plastique à 8 euros, tu vois. Donc voilà, c'est À réfléchir. quoi. à réfléchir. Je sais pas, après Ok. chacun. Mais les astuces, ça peut être ça. C'est ça. Selon vous, quel est le meilleur placement pour faire fructifier son épargne? Projet à terme, achat immobilier, tout en le laissant disponible, au cas où. Alors là, je vais revenir sur tout en laissant disponible en fait. En fait, tout est disponible. L'assurance vie, c'est disponible. En 2 jours, tu as ton argent. Les SCPI aussi, c'est pas un placement qui est bloqué, mais les SCPI, c'est plus difficile effectivement de récupérer ton capital parce que les SCPI, ça va être un investissement qui va être plus rentable, qui va t'apporter des rendements de 4 à 5%. Par contre, pour récupérer ton capital en SCPI, il faut que tu le revendes sur un marché secondaire et c'est un peu plus difficile. Merci baby. J'ai très fort, je sais pas pourquoi.
Donc pour que ça soit le plus dispo possible, c'est l'assurance vie. Le plus dispo et le plus intéressant au niveau du rendement, ça va être l'assurance vie. Ne pas hésiter à diversifier un peu ton assurance vie. Ne pas tout miser sur le fonds en euros, comme je le dis, je le répète. À inclure un peu des unités de compte là-dedans, ça va te permettre d'avoir un rendement plus important qui peut parfois atteindre les 3, les 4%, donc c'est très intéressant. Et ça reste disponible, hein, l'assurance vie, tout est dispo. Ensuite, tout est dispo dans les livrets d'épargne bancaire, tout est dispo, hein, tout ce qui est livret A, LEP. Le PEL, c'est un placement qui est bloqué par contre. Le PEL est bloqué, il y a des possibilités de déblocage sur le PEL, notamment un achat immobilier. Mais les nouveaux PEL actuels ne sont pas intéressants, ils rapportent 1% brut, donc c'est inutile d'ouvrir un PEL maintenant. Ça ne sert plus à rien, 1% brut, ça ne sert plus à rien. Par contre, si vous en avez un que vous avez ouvert à l'époque où les taux étaient intéressants, gardez-le. C'est ça, exactement. Si vous avez ouvert un PEL, je crois, avant que je dise pas de bêtises, 2000... Ah, j'ai plus l'année, 2000... Nous, le nôtre... 2016, je crois, 2014, je crois. Je sais plus, c'était des PEL très intéressants qui rapportaient 2,5% brut. C'est très intéressant parce que 2,5%, tu le retrouves zéro plus, risque. hein. Zéro risque, les PEL à 2,5%, si vous en avez, gardez-les. Ne les fermez, gardez-les, franchement. 2,5%, zéro risque. Là, c'est royal, comparé au livret A à 0,5. Mais maintenant, les PEL sont à 1%, donc tu oublies. Ils sont plafonnés, non? Enfin, Le PEL est plafonné, je crois que c'est à hauteur de 55 000 euros. J'ai pas ouvert les plafonds. J'aurais dû ouvrir les plafonds sur l'ordi, là, mais j'ai pas... Mais voilà. Ensuite, ouais, donc l'assurance vie, je réinsiste là-dedans. Affaires ou Guépard, ça va être vraiment le plus simple et le plus dispo. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre? Non, c'est vraiment ça. N'hésitez pas, hein, franchement, à vous renseigner sur les assurances vie. Et en plus, ce qui est intéressant, si vous allez vers Affaires ou Guépard, c'est que vraiment, comme je l'ai dit, ils vous expliquent vraiment bien. Et puis, vous avez plusieurs unités de compte. Ils ont des unités de compte qui vont être spécialisées les PME, des unités de compte spécialisées dans les produits éco-responsables, dans tous les placements financiers écologiques, verts, des unités de compte 100% États-Unis, 100% Asie, 100% senior, 100%... c'est vraiment très bien expliqué, ça te permet vraiment de comprendre où va ton argent et où tu le places. Voilà. Ouais, c'est tout. Ok. Je crois que c'était Lolita qui avait posé cette question, si je ne me trompe pas. Je sais pas, tu l'as Ouais, pas c'est noté en tout cas. Je pars m'installer à Leipzig et je vais ouvrir un compte bancaire là-bas. Quelles sont les questions principales à poser à un banquier concernant les livrets d'épargne? Alors à Leipzig ou là... Je sais pas comment ça se prononce. Hein, Attends, on va tenter. Leipzig Leipzig ou Leipzig. Leipzig, je dirais. Leipzig. Leipzig. Pourtant, j'ai fait de l'allemand. Bah pas moi. Mais J'ai fait l'espagnol. je sais qu'il y a un club de foot, c'est les Red Bull Leipzig. Là. Je sais, me demande pas comment, hein, je le sais, mais... Moi, je le lis à la française. Je suis pas le foot, mais je sais que Red Bull avait... Parce que j'avais vu ça sur un magazine économique, justement, et financier. J'avais lu tout un article sur Red Bull et sur sa stratégie de sponsoring. Et donc, je sais qu'à Leipzig, c'est Red Bull. Donc, je sais pas si on dit Sich ou Sig. Je sais pas. Ouais, Leipzig. Leipzig. Leipzig, merci. Leipzig. Alors, je ne sais pas en Allemagne comment ça se passe, mais de façon générale, quelles questions à poser à votre banquier concernant un livret d'épargne? Il faut lui demander déjà quels sont les différents livrets. Hein, voilà, il va te proposer un éventail de placements possibles. Lui demander est-ce que c'est des placements qui sont bloqués ou qui sont liquides? Liquide, ça veut dire est-ce que le truc, là, est-ce que ton argent est dispo tout de suite, là, maintenant, demain, si tu veux le récupérer, est-ce qu'il est dispo ou est-ce qu'il est bloqué? Comme en France, par exemple, le PEL, qui lui est bloqué, qui est débloquable uniquement selon les raisons. Sur une petite liste de raisons comme ça. Lui demander ça. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est liquide? Combien ça rapporte? C'est quoi le rendement? Voilà. Hein, est-ce que c'est du 0,5, du 0,8, du 1, du 0,2? Il y a des placements. Attention, il y a des livrets d'épargne qui rapportent 0,2%, 0,1%. C'est moins que le livret A français. C'est
des livrets d'épargne qui ne servent à rien. C'est-à-dire que tu mets ton argent, tu mets 100 euros sur ce livret-là, il te rapporte 20 centimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets 1000 euros, tu gagnes 2 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets 10 000 euros, tu gagnes 20 euros. Est-ce que c'est intéressant en plaçant 10 000 euros de gagner 20 euros par an? Non. Non, Non, c'est nul. c'est bien mieux de le placer en assurance vie sur les unités de compte ou en SCPI pour viser les 4%, ce qui fait que tes 10 000 euros, ils te rapportent 300 à 400 euros par an. C'est intéressant, hein? Voilà. Sur 10 ans, tes 10 000 euros de départ, ils peuvent te rapporter 5 000 euros. Hein? Voilà, si tu fais le calcul, bon, un peu plus, parce qu'après, tu as la capitalisation des intérêts aussi. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? J'en étais où? Hein? Bah, tu parlais des questions qu'elle doit poser. J'ai dit quoi? Je dois relire le chat, excuse-moi, je t'ai perdu. Le taux, non, ouais, demandez si c'est bloqué ou si c'est liquide. Le taux de rendement, comme ça tu pourras voir si les livrets d'épargne qu'ils te proposent sont intéressants. Et puis si c'est risqué ou pas, quoi. Et voilà, et si c'est risqué ou pas. Généralement, les livrets d'épargne dans les banques sont peu ou pas risqués. Hein. C'est vraiment le B à bas dans une banque. Sinon, après, en Allemagne, vie, hein, voilà, après en Allemagne, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais vraiment, les questions principales, c'est ça. Est-ce que c'est bloqué ou est-ce que c'est dispo? Combien ça me rapporte? Et quel est c'est risqué? Quel est le capital risque? Il y a du monde qui arrive, on dirait, là? Alors, j'aimerais bien savoir comment choisir une mutuelle. Combien est-ce que vous payez pour vous et les 3 filles? Ah, question mutuelle. On n'est pas les mieux placés pour parler de mutuelle. Ah non, du tout. Hein. Parce que pour tout vous dire, depuis qu'on a... alors, quand moi j'étais salarié dans une grande boîte... J'ai toujours eu des problèmes avec mes mutuelles. Ouais. Quand moi j'étais salarié... alors oui, effectivement, je reviens vite fait sur l'Allemagne. Effectivement, je crois qu'en habitant en Allemagne, tu peux toujours avoir un compte bancaire en France. Hein. Après, il faut voir un peu comment ça fonctionne, mais tu peux évidemment continuer à avoir ton épargne en France, je crois. Ça sera plus intéressant, parce qu'apparemment, en Allemagne, les taux sont très mauvais. D'accord. Bon, bah, voilà. Donc, quand on était salarié pour les mutuelles, on avait nos mutuelles d'entreprise. Donc, on ne mettait pas trop le nez là-dedans. C'est une mutuelle obligatoire, voilà. Ensuite, quand on a eu notre troisième fille, on s'est rendu compte qu'on avait accès à... Comment ça s'appelle ça? C'est pas la CMU, nous on n'a pas la CMU, on a la CSS. La CS. Non, c'est plus la CS. Maintenant, la CMU n'existe plus et la CS n'existe plus. Maintenant, ils ont mutualisé le tout, ça s'appelle la CSS, Complémentaire Santé Solidaire. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait droit à ça. Donc, c'est pour ça qu'au niveau mutuel, on ne peut pas vraiment en parler parce que quand tu as accès à la CSS, c'est avantageux parce que tu ne payes pas cher. Vraiment, tu ne payes pas cher. Ça va dépendre de tes revenus. Il y a On n'a pas les mêmes... Il y a des foyers qui vont payer 0 € de mutuelle, donc c'est l'ancienne CMU. Mais ça s'appelle maintenant CSS. Et il y en a qui vont payer 20 €, 30 €, 50 €, un peu plus. Ça va vraiment dépendre de tes revenus. Après, par contre, quand tu as la CSS, tu n'as pas les avantages d'une mutuelle d'entreprise. Tu n'as pas accès aux médecines douces, tu n'as pas accès aux chambres privées dans les hôpitaux, etc. Mais tu as quand même de bons remboursements pour tout ce qui est optique dentaire. C'était vraiment Babou, Macron qui voulait ça. C'était très très important pour lui, etc. etc. Ensuite, c'est quoi les points je sais que nous, quand on avait notre mutuelle d'entreprise, là, on avait des trucs, franchement, qui étaient bien. Je crois qu'on pouvait aller genre chez l'ostéo, tout ça. L'acupuncture et tout ça, on avait des séances et tout, je crois. Ce qui est important à voir, c'est choisir une mutuelle en fonction des besoins qu'on a. Si par exemple, on a toujours des problèmes d'yeux, eh ben, c'est important d'avoir des bons remboursements côté lunettes et tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il faut regarder dans une mutuelle? C'est tes besoins, en fait. C'est ça. Est-ce que tu as besoin de lunettes ou de lentilles? Est-ce que tu as besoin d'appareils dentaires? Est-ce que tu as souvent besoin de l'audition des couronnes et tout ça? Ton âge, voilà, suivant ton âge, tu vas pas prendre les mêmes comment ils appellent ça?
Comment ils appellent ça les mutuelles? On n'est pas très fort en Des mutuelles. prestations? Ouais, prestations, c'est ça, exactement. Et après, il ne faut pas hésiter à utiliser des comparateurs de mutuelles qui te font les tarifs. Mais vraiment, ensuite, identifier tes besoins, en fait. Nous, par exemple, on n'a aucun besoin en optique, aucun besoin en dentaire pour l'instant. Donc, Mais on sait que ça va venir à l'adolescence. Voilà, on y aura besoin d'appareils dentaires. C'est ça, c'est ça. Donc, il faut, plus tard, on paiera une mutuelle un peu plus chère. Faut savoir que une mutuelle, en moyenne, c'est 30-40 euros par mois. Une bonne mutuelle, hein. En moyenne, c'est ça. Pour un couple, moi, je me rappelle que quand j'étais salarié, on payait. Je crois qu'on payait 45 euros par mois. C'était une très bonne mutuelle. Mon employeur en payait la moitié, donc l'employeur payait 45 euros aussi. Donc c'était une mutuelle qui coûtait 90 euros. Pour nous deux, je crois. J'avais moi aussi. Ouais, t'avais aussi, ouais. Ah bon. Ouais, t'avais aussi parce que j'avais le droit à mettre ma conjointe dessus. Bah, Mais c'est toi, vrai. tu payais un peu plus. Tu payais un peu plus vu que tu n'étais pas salarié. Hmm. Mais c'était un prix très intéressant. Là, franchement, on était à 45 euros par mois pour deux. C'était très intéressant. Mais c'était une mutuelle qui valait 90 euros. Il faut vraiment avoir ce tarif-là en tête. Donc, au final, en moyenne, tu payes. C'est vrai que c'est très difficile quand tu rentres dans la vie active parce que quand tu es étudiant, ta mutuelle, tu la payes vraiment que dalle. Tu la payes moins de 10 euros par mois. Je crois que je sais même pas. Je me demande si c'était même pas genre 5 euros. Ah, je sais plus. Franchement, c'est beaucoup trop loin maintenant. C'était la Ça LMDE, nous je crois. rajeunit pas. C'était la mais- LMDE. Oui, c'était la LMDE. Mais je crois que c'était vraiment que dalle. Hein. Et quand tu passes de la mutuelle étudiante à la mutuelle normale, tu prends vraiment, tu te dis, ah Tu ouais, dis, wow, c'est cher. ouais, c'est 30, 40, des fois 50 euros pour une personne. Hein. Des fois 70 euros, ça va dépendre de ton âge, ça va dépendre de tes besoins. Vraiment, il y a des mutuelles où tu peux être amené à payer 90 euros par mois, mais ça va être des mutuelles qui vont si tu as des problèmes d'yeux, de dentaire, auditif, si tu vas avoir telle ou telle maladie aussi, si tu as des maladies chroniques, que tu fumes, que tout ça, tu vas payer plus cher ta mutuelle. Donc, il faut vraiment garder en tête qu'à tarif moyen, on est sur du 40 euros par mois. Mais effectivement, là, je vois dans le chat, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui payent 70 euros, 60 euros. Après, il faut regarder pourquoi tu payes. Si tu payes 70 euros et que, inclus dans ta mutuelle, tu as un remboursement de lunettes et que tu ne mets pas de lunettes, eh ben, tu peux demander à ta mutuelle de te baisser. De te baisser, de dire, moi, j'ai pas besoin d'optique, zéro optique, ou le minimum d'optique possible. Pour le dentaire, c'est pareil. Nous, le dentaire, on a mis le minimum. Rien, on n'a que dalle. Mais quand les filles mettront un appareil, eh ben, si elles un jour elles en mettent, Ah, bah, il y en a une. ou que nous, on aura besoin de couronne ou de tous ces machins-là, notre mutuelle, on l'augmentera. Et on est prêt à le faire, et on le sait. Il faut juste le savoir. Mais alors là, il y a une étudiante qui nous dit qu'elle paye 15 euros par mois. Tu vois, moi, je pensais que c'était moins que ça quand même. Peut-être que c'est en fonction des revenus des parents aussi. Quand tu es étudiant, Je sais pas. Je sais plus comment ça fonctionne. Je me rappelle plus, franchement. Je sais plus. C'est loin, avoue, hein, pour nous. Ouais, c'est Ça ça. ne vous rajeunit pas, mais c'était il y a longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, sachez qu'une mutuelle, elle va prendre elle va vous aider à payer ce qu'on appelle en France le tiers payant. La sécurité sociale rembourse 2 tiers de la majorité de nos soins. Et ensuite, le tiers qui reste, c'est pris en charge par notre mutuelle. Quelle que soit la mutuelle qu'on a choisie, que ce soit la CMU, que ce soit la CSS maintenant, que ce soit une mutuelle étudiante, ou ci ou ça. Mais après, vraiment, ça dépend de tes besoins. Il ne faut pas hésiter à aller voir plusieurs mutuelles aussi. Faites jouer la concurrence. C'est très, très important. Tout à fait. Je souhaite diversifier mes placements et ne suis pas fermée au risque. Des conseils pour débuter en bourse? La bourse. J'aime bien ces mots. Alors, très rapidement pour la bourse, parce que je sais que là, déjà, quand on a parlé d'assurance vie, il y en a, on les a perdus. Je le sais. On a parlé de SCPI, il y en a, on les a perdus. Donc, la bourse, je vais vous donner quelques conseils très rapides. La bourse, c'est très facile quand on s'y intéresse. C'est pas si risqué que ça. C'est vraiment pas si risqué que ça quand on sait comment ça fonctionne et quand on sait quoi faire. Je vais vous conseiller
De regarder BFM Business. De regarder BFM Business, pourquoi pas. Il y a une émission qui est très intéressante qui s'appelle BFM Patrimoine. Une autre qui s'appelle... non, BFM Patrimoine, c'est très intéressant. Il y a un site internet qui s'appelle Le Café de la Bourse. Il y en a un autre qui s'appelle Zone Bourse, qui est très intéressant. Je vous donne ça, comme ça vous n'êtes pas perdu, vous savez où aller. Il y a aussi la chaîne YouTube de Bink. Bink, c'est un broker. Hein, vous avez plusieurs endroits comme ça où Un broker. vous pouvez vous lancer dans la bourse. Donc il y a Bink, il y a Bourse Direct. Je vous déconseille totalement de vous lancer en bourse via votre banque. En fait, je vous déconseille votre banque pour l'assurance vie Et pour la bourse. et pour la bourse. C'est vraiment c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Donc ne faites pas cette erreur-là. Allez voir Bink, allez voir Bourse Direct, renseignez-vous sur Café de la Bourse, renseignez-vous sur Zone Bourse, allez sur la chaîne YouTube de Bink TV. Vous aurez de très très bons conseils et des vidéos très 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 simples à comprendre qui s'appellent tout simplement Comment débuter en bourse. Très simplement. La bourse, souvent, le commun des mortels, on voit ça comme, tu sais, les mecs avec tous les écrans là, les traders. Oui. Mais la bourse, il n'y a pas que ça en fait. Il y a effectivement les traders qui eux vont juste spéculer. Ils vont se dire Airbus vaut tant, je l'achète tant. Demain, si ça vaut plus, je le revends demain. Après oui, tout ce qui est Boursorama, Fortuneo, toutes les banques de ce style-là, là aussi c'est très intéressant. Quand je vous parle de banque, je ne vous parle pas de Boursorama ou de Fortuneo, etc. Quand je vous parle de banque, je vous parle vraiment des banques de banques physiques. La Poste, Banque Populaire, Crédit Agricole, tous ces machins-là, c'est vraiment à éviter pour l'assurance vie et pour la bourse. Ensuite, donc là, je vous ai donné plusieurs conseils. Allez voir ça. Et je ne vais pas trop en parler de bourse là maintenant parce que je vais en perdre à mon avis. Mais la bourse, ça peut être très intéressant et peu risqué si tu sais comment t'y prendre. Voilà, je ne vais pas vous dire si nous on investit en bourse ou pas, mais ça peut être très intéressant. Et la bourse, pour moi, est un investissement à long terme. Je vois la bourse comme l'inverse de ce qu'on peut voir dans le loup de Wall Street, par exemple. Je vois vraiment la bourse comme un placement à long terme. Et je ne suis pas le seul à voir la bourse comme un placement à long terme. C'est vraiment une rente qui te permet de préparer ta retraite et d'avoir comment dire, une rente, même si le mot rente est, pour le commun des mortels, est assez négatif, mais pour moi, c'est comme un placement immobilier. La bourse, si tu le fais intelligemment, ça te permet d'avoir une rente, d'avoir des revenus qui vont tomber régulièrement, si tu le vois à long terme et si tu sais comment le faire. Donc, je vous répète, Zone Bourse, Café de la Bourse. Qu'est-ce que je dis d'autre ? Il va falloir prévoir un live sur la bourse. Bourse Direct, Bink TV sur YouTube, très intéressant. Et évitez les conseils de votre banquier s'il vous donne des conseils en bourse. Ouais, après la bourse, effectivement, il y en a beaucoup qui voient ça comme d'acheter des actions, de les revendre aussitôt, de les acheter, de revendre sans cesse. De spéculer. Ouais. Mais comme le dit Babou, c'est vrai qu'on peut aussi le voir comme un placement sur le long terme sans vouloir revendre ses actions tous les 4 matins. Quoi. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui effectivement pensent que la bourse c'est uniquement de la spéculation sur des trucs pas très éthiques. Genre tu vas miser sur Total, sur le pétrole, sur le Forex, tous ces machins-là. Mais en bourse, tu peux investir dans les PME. Les PME, c'est quoi une PME ? C'est une petite moyenne entreprise. Tu peux investir dans les PME en bourse, tu peux investir dans les énergies renouvelables, tu peux investir dans le high-tech, dans les énergies nouvelles, dans l'IA, l'intelligence artificielle, dans évidemment tout ce qui est électrique.
les voitures électriques, si ça te parle, etc. Tu peux investir dans énormément de secteurs d'activité en bourse. Et c'est vraiment très intéressant quand tu te mets le nez dedans. Ce confinement m'a permis de me mettre le nez dedans. Donc voilà. C'est pour ça voilà, que je trouve ça très intéressant. Après, c'est des investissements qu'il faut faire à un moment opportun de ta vie. Si tu veux acheter une maison, tu vas pas te lancer dans l'investissement en bourse ou en SCPI tout de suite. Il faut vraiment choisir ton moment pour investir, voir où tu te situes dans ta vie, et ensuite bien te renseigner. Ne pas sauter sur les arnaques qu'on peut voir sur Instagram ou sur publicité YouTube, là, comment devenir riche en 3 mois. Personne ne devient riche en 3 mois, sauf si tu gagnes au loto. Donc, Très bonne question ouais. de Permar. C'est que penses-tu des business angels? Là, je peux pas trop répondre. Je peux pas trop répondre À un parce moment que donné, c'est une chose à laquelle tu t'es intéressé. je me suis intéressé beaucoup au business angel, mais repose-moi la question dans quelques mois, que Voilà. je me remette le nez dedans, parce que là, c'est vrai que c'est un sujet que j'ai zappé ces 6 derniers mois, on peut dire. Mais ça peut être très intéressant, surtout pour les gens qui veulent créer une entreprise, une PME, une start-up, etc., qui ont besoin de lever des fonds. Les business angels peuvent les aider. Les business angels, c'est des gens qui vont miser sur votre projet, miser sur votre entreprise, miser sur vous, sur votre personne, sur votre potentiel Peut-être qu'elle d'entrepreneur. demandait Euh, ce qu'on en pensait dans l'idée de l'être. On peut pas être business angel. Tu peux pas être business angel Peut-être qu'elle peut. sauf si, si elle a le patrimoine financier pour être business angel, elle sait comment l'être. Elle sait comment l'être parce qu'il voilà, c'est pas. Non, mais est-ce que c'est intéressant de le faire? Mais bien sûr que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu vas miser sur une entreprise, tu vas aider des jeunes, tu vas aider des startups à se lancer, à lever des fonds, tu vas investir ton argent là-dedans pour ensuite évidemment avoir un rendement, avoir une. Donc, tu vois, son conjoint investit dedans. Ah d'accord. Voilà. Ok, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, il y a des business angels ou des mécènes. Après, les mécènes, eux, je crois que le terme mécène, ça veut dire que la personne n'attend pas de bénéfice, n'en attend aucun rendement, aucun retour. Je crois que le mécène, ça va plus être la personne qui va aider une église ou un patrimoine ou qui va aider vraiment bénévolement. Je crois que le terme de mécène, c'est vraiment ça. Donc, c'est ce qu'elle veut dire. Par contre, les business angels, eux, ils sont Voilà, c'est intéressés par. Voilà, il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement, mais ils prennent des risques. Mais effectivement, c'est ce que tu as dit, excuse-moi. J'avais mal lu. Mais après, donc, le terme de business angel, je crois qu'il est quand même accessible. Voilà. Mais après, tu peux investir dans les PME. Je vais vite fait faire une parenthèse là-dessus. Là, tu as des tickets d'entrée à 100 euros, 200 euros. Tu peux investir dans des PME, dans des startups, dans des énergies renouvelables, des fermes solaires, des fermes éoliennes. Il y a des plateformes comme Anaxago qui sont très intéressantes, comme Lendopolis. Prenez des notes, hein. Lendopolis, Anaxago. Il y a d'autres plateformes de ce type, mais là, c'est les deux noms qui me viennent. Tudigo aussi. Tudigo. C'est des plateformes qui vont vous permettre d'investir, je sais pas moi, dans une start-up, dans une PME. Le mec qui veut lancer son food truck bio, éthique, vegan et responsable dans le 18e arrondissement de Paris. Il a besoin de 350 000 euros pour lancer son business. Et ben vous pouvez investir là-dedans à hauteur de 100 euros, de 500 euros. Donc vous allez dire, bah tiens, je mise 500 euros sur lui, je crois en son projet, et votre argent va être bloqué. Par contre, vos 500 euros, vos 1000 euros, voilà, ça va être bloqué pendant une durée. Généralement, c'est in fine, généralement c'est du 3 ans. Voilà, c'est du 24 à 36 mois, des fois du 5 ans. Donc il ne faut pas être pressé. Voilà, tes 1000 euros, ils sont là, ils disparaissent pendant 2 ans, 3 ans. Le mec va faire, va faire son truc là. Et si son entreprise coule, bon, bah, tu perds tes 1000 euros. Voilà, tu as cru en lui, ça n'a pas marché, bon, bah, tu les perds. Par contre, si ça fonctionne, tu vas avoir un retour, et c'est des retours assez intéressants, hein, sur ces plateformes-là. Tu peux être sur du 6, 7, 8%. Donc si tu as mis 1000 euros, tu peux avoir donc un retour de 8% de 80 euros, c'est ça. Ouais, en gros, c'est ça. Donc c'est ça que j'ai dit. Ouais, c'est ça. Mais évidemment, après, plus tu mets, plus tu investis, plus tu
plus tu investis, plus c'est intéressant. Mais voilà, c'est des plateformes qui peuvent être intéressantes. Que j'ai toujours dans mon... il faut toujours garder en tête que si tu veux diversifier, enfin si tu veux avoir une épargne qui va fructifier avec le moins de risques possible, il faut mettre tes œufs dans plein de paniers. Donc pourquoi pas un peu de bourse, pourquoi pas un peu d'assurance vie, pourquoi pas un peu de SCPI, pourquoi pas un peu d'investissement dans les PME, dans les startups, via des plateformes comme Lendopolis, Anaxago, Tudigo, c'est les trois qui me viennent. Mais il y en a d'autres aussi. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et tu peux investir dans des trucs qui sont super écolos, tu peux investir dans la ferme solaire de ta région, de ton département. Tu as des trucs très locaux aussi comme ça. Tu peux investir dans un projet d'apiculture, non, parce que c'est un peu trop petit, mais dans un projet de magasin bio, voilà, là je reste dans le bio, dans le vegan, etc., dans une entreprise qui va se lancer dans des couches lavables ou les ci ou ça. Il y a plein de choses comme ça. Et puis après, tu as des projets beaucoup plus gros, des startups qui vont dans la robotique, dans l'immobilier de bureaux, de partage, les trottinettes, les voitures partagées, tout ça, quoi. Mais n'hésitez pas, ça aussi ça peut être intéressant pour diversifier ces investissements. Ok. Toujours diversifier. Toujours. Parce que comme ça, au moins, le risque est étalé. Voilà. Investissement locatif, bonne ou mauvaise idée selon vous actuellement? Pour revenir comme tout à l'heure, actuellement ça veut rien dire. Parce qu'en soi, l'investissement locatif c'est du long terme. Donc qui dit long terme dit ça sert à rien de se stresser sur la situation financière de maintenant. Donc oui, l'investissement locatif sera toujours une bonne idée. Sauf si tu as le profil adapté. Si par exemple la situation actuelle, si c'est de l'investissement locatif, pas papier justement, mais c'est ça, l'investissement locatif, c'est acheter un studio. Oui, mais peut-être que c'est une mauvaise idée tout de suite, peut-être attendre, mieux réfléchir à quel endroit. Oui, il y a effectivement des villes où en ce moment, il y en a qui sont un peu plus frileux, comme par exemple Toulouse. Pourquoi? Parce que Airbus a annoncé qu'il allait supprimer 3500 postes. Donc voilà, l'investissement sur Toulouse fait peur à certains profils d'investisseurs, mais d'autres investisseurs se disent non, justement, Toulouse, c'est le top, faut y aller, parce que vu qu'il va y avoir des pertes d'emploi, tu sais, tu mises un peu sur la détresse des gens. Peut-être que les prix vont baisser, peut-être que ces gens-là vont devoir partir, on va pouvoir acheter un peu plus facilement. Donc il y en a qui vont miser sur Toulouse. Mais en soi, il y en a qui vont aussi, il y en a qui vont miser aussi. En ce moment, acheter, c'est plus facile que de vendre. Il y a beaucoup de biens en ce moment. Il y a beaucoup de biens. Il y a beaucoup de biens à la vente un peu partout dans le France. Donc on peut un peu plus facilement jouer aussi sur les prix de vente et c'est le moment où acheter, ça peut être plus rentable. C'est ça. Donc voilà, après, même si vous n'allez peut-être pas pouvoir le louer de suite ou aussi cher que vous l'espéreriez, vous l'achèterez peut-être moins cher que si vous attendez quelques années. Il faut identifier son profil investisseur, savoir ensuite être conscient que si par exemple tu veux acheter un studio à Paris pour faire du Airbnb, pour le louer à des touristes, effectivement, là maintenant tout de suite, c'est pas le bon plan parce qu'il n'y a pas de touristes. Il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Américains, tout ça c'est fermé. Mais tu peux quand même acheter ton studio à Paris, bon il faut quand même un peu d'argent, et te dire que tu feras du Airbnb touristique dans 4 ans quand ça repartira, mais tu peux quand même l'acheter maintenant et faire de l'investissement locatif classique en meublé et le louer à des étudiants, le louer en colocation. Tu trouveras toujours un moyen de louer ton logement s'il est bien situé. Donc en fait, l'investissement locatif, c'est une bonne idée s'il est bien situé. Et si tu as bien identifié ton profil d'investisseur. J'ai vu passer une question immobilier d'Aurélie qui demande est-ce que quand on veut faire un achat immobilier, il faut mieux mettre toute son épargne dans l'apport? Il faut jamais tout mettre. Jamais tout mettre. Voilà, il faut avoir un apport. Il faut avoir un apport. Pour la soif. Il faut avoir un apport. Oui. Si tu vas voir ta banque et que tu lui dis j'aimerais... C'est mieux d'avoir un apport, ça aide. Voilà. Si tu veux emprunter 200 000 euros pour t'acheter ta maison et que tu arrives avec zéro, tu vas pouvoir emprunter. Hein. Mais il va falloir que tu te démènes, que tu fasses jouer la concurrence, que tu vois des courtiers, que tu te vendes comme je sais pas quoi.
Si tu arrives déjà avec 20 000 euros d'apport, c'est-à-dire 10% de la somme, c'est déjà super. Si tu arrives avec 20%, c'est-à-dire 40 000 euros d'apport, c'est encore mieux. C'est-à-dire que le banquier sera beaucoup plus à même de te donner ton prêt beaucoup plus facilement. Ça va réduire ta durée. Parce que c'est stressant hein, quand tu dois te battre pour essayer d'avoir ton prêt et tout ça, que tu vas voir plusieurs courtiers, tu te dis ouais mais j'ai pas d'apport, mais c'est parce que si ça c'est stressant, c'est angoissant, c'est anxiogène, etc. Après, toujours garder ta poire pour la soif. À toi d'identifier si ta poire pour la soif, ça va dépendre de tes revenus, ça va dépendre de tes besoins. Si tu as une Twingo, tu n'as pas besoin de garder énormément d'argent parce que ta Twingo, elle ne va pas te coûter ultra cher en entretien. Si tu as une Mercedes ou je ne sais pas quoi, voilà, elle va peut-être te coûter un peu plus cher. Faut penser à tout ça. Si tu as des enfants, etc. Donc, il y en a qui vont être à l'aise en ayant 2 000 euros de côté. Il y en a qui vont être à l'aise en ayant 5 000 euros de côté. Et il y en a qui vont être à l'aise uniquement quand ils auront 20 000 euros de côté. Parce qu'ils se disent, ouais, mais là, si j'ai pas 20 000 euros de côté, si je perds ma voiture là, il faut que j'en rachète une. Je peux pas faire de crédit parce que j'ai déjà mon crédit immobilier et mon crédit télévision, j'en sais rien. Et donc ma voiture, j'aurais besoin de la racheter cash. Il me faut au moins 10 000 euros pour me racheter une voiture. Voilà, il y en a, ils vont réfléchir comme ça. Et il y en a, non, il y en a, ils sont à l'aise quand ils ont 2 000 euros de côté. Ça leur suffit. Vraiment, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Mais toujours garder ta poire. C'est ça. Très important. Exactement. Alors, j'ai pu mettre de côté très jeune et j'ai toujours peu dépensé. Mon copain, par contre, a zéro épargne et je trouve ça un peu problématique. Notre relation avance et je suis mal à l'aise d'avoir bien plus que lui. Bah, si t'es mal à l'aise, parle-lui-en. Ouais, déjà, est-ce que lui, il est au courant? Est-ce que lui, il est au courant de tes épargnes? Essaie de comprendre pourquoi il n'a pas d'épargne? il n'a pas d'épargne. Pourquoi toi, tu as des épargnes? Est-ce que c'est parce que vous gérez l'argent de manière totalement différente ou est-ce que vous n'avez pas eu les mêmes opportunités? Ouais. Peut-être que lui, il n'a pas eu la chance de travailler ou d'être aidé par ses parents. C'est ça. On n'a pas tous la même vie étant jeune. Il y a des gens, dès l'âge de 14 ans, ils commencent à travailler, à faire des petits boulots, à aider papy et mamie ou tonton et tati et à gagner un peu d'argent. Ou avoir de l'argent ou avoir de l'argent à leurs anniversaires, etc. Il y a des gens qui n'ont jamais d'argent à leur anniversaire, qui ont des cadeaux, voilà, des jeux vidéo, des scooters, des ci, des ça. Donc ils n'ont pas d'argent. Donc ça déjà, ça joue. Hein. Si à 14 ans, au lieu d'avoir 30 euros à ton anniversaire et à Noël, t'as un cadeau, bah déjà, c'est pas pareil. C'est pas pareil au niveau de l'épargne, au niveau de l'argent que tu peux mettre de côté. Donc si lui, il a zéro épargne, c'est peut-être qu'il avait moins d'argent que toi étant jeune, qu'il a moins travaillé. Après, il faut identifier. Est-ce que c'est un gros dépensier ou pas aussi? Parce qu'il y a des jeunes, à 16 ans, moi je connais des jeunes, à 16 ans, ils ont déjà 3 000 euros de côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des petits boulots, parce qu'ils vivent chez papa-maman, donc ils n'ont aucune dépense. Parce que ils ont mamie, elle leur a donné 100 euros un jour, et que ils se sont dit, oh, c'est 100 euros, je vais peut-être pas les utiliser entièrement, je vais m'acheter 50 euros de fringues et je vais mettre 50 euros sur mon compte jeune. Voilà, il y en a qui vont réfléchir comme ça déjà à 16 ans et à 18 ans, ils vont se payer leur permis tout seul. Tout seul. Il y a plein de jeunes qui se payent leur permis tout seul parce que ils ont 3 000 euros de côté, 4 000 euros de côté et qu'ils ont eu comme ça. Ouais, bah peut-être que lui, il a payé son permis. Peut-être aussi, voilà, c'est ça. C'est chacun voit un peu. Il y en a qui arrivent. Après, si la raison, c'est que lui, il est extrêmement dépensier. Donc il n'a pas un sou de côté et que toi tu es très économe et que tu gères bien ton argent, ça peut à un moment donné poser problème dans votre couple si vous en discutez pas et qu'il n'y a pas un lissage de votre comportement financier. Et identifier, ça c'est très intéressant, identifier aussi les crédits. Là, je vois passer sur le chat, mon homme avait des crédits qui lui coûtaient un bras. Effectivement, il y en a. Dès l'âge de 18-20 ans, ils prennent plein de crédits à la conso. Ah ouais. Tu sais, les trucs 10 fois sans frais, t'achètes ta télé, ta Switch, ta PS5, ton PC, tout ça à crédit. Au final, ça te coûte pas grand-chose chaque crédit, tu sais, des fois c'est 8 euros par mois, 10 euros par mois. Ça plus ça, et ben t'en as 60 euros par mois, 100 euros par mois et tu t'en rends pas compte. Et effectivement, comme l'a dit Lolita, il y a aussi des gens qui arrivent à mettre de côté parce que les parents aussi ont mis de côté pour eux. Oui, c'est ça.
Donc, C'est ils ont ça. mis de côté pour eux, et quand l'enfant va avoir 18 ans, Et ben, il va se rendre compte qu'il a déjà de côté. les parents vont lui dire, voilà, sur ce compte-là, tu as 1000 euros, ou tu as 2000, ou tu as 5000. Il y en a même qui ont 10 000 euros à leurs 18 ans. Cet argent-là, c'est 10 000 euros, mon grand, ma grande, ils sont à toi. T'en fais ce que tu veux, par contre, fais-les bien. Il y a des parents qui vont décider que cet argent-là, ça va te servir à... Le jeune va devoir acheter sa voiture avec, mais il y a des parents qui vont être généreux, qui vont lui donner toute cette épargne-là, et en plus de ça, lui acheter la voiture. Mm. Donc là, bah, merci papa, merci maman, parce qu'effectivement, tu pars avec un bagage qui t'aide énormément, et il y en a qui ont 0, 0, 0, 0, 0, 0, et ils doivent se payer leur permis, se payer leur voiture, et ils peuvent pas mettre de côté. Mm. Il faut identifier. Est-ce que ton mec, c'est un dépensier, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a galéré tout Après, ça simplement. peut être un dépensier et toi une économe, Ouais, ouais, et que ça fonctionne quand même. c'est ça. On connaît un couple qui est comme ça, et ça fonctionne très bien. C'est qui? Je peux pas dire. Un dépensier et une économe. Attends, que j'essaie de réfléchir. Dis-moi, c'est qui? Il était endetté quand ils se sont rencontrés. Ah oui, oui, oui. Elle a lissé ses dettes Ah oui, 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 c'est et ça. ils sont très heureux. Oui, c'est vrai. Mais voilà, mais à un moment donné, il faut avoir discussion et il faut, comme je disais tout à l'heure, que les deux comportements financiers se lissent. C'est-à-dire que celui qui est très dépensier commence à économiser un peu et celui qui est très économe essaye de prendre un peu sur lui et de comprendre que l'autre Ouais, c'est ça. a des besoins peut-être un peu différents. Aurélie, très bonne question d'Aurélie sur le chat. Sinon, il y aura conflit dans le couple à un moment donné. Est-ce que c'est intéressant de faire une épargne pour ses enfants ou leur apprendre à se débrouiller seule? Elle s'est débrouillée seule et ça lui a plutôt bien réussi. Faire une épargne à ses enfants, moi je pense que c'est très intéressant. C'est un beau cadeau. Mais c'est pas. Et il faut en fait. C'est pas parce que tu vas donner 1000 euros, 5000, 10 000, peu importe, Qui vont pas apprendre et qu'ils vont pas apprendre la vie. Ouais, Il faut justement, dès qu'ils sont les plus jeunes possible, leur apprendre la vie, ouais. leur apprendre le travail, leur apprendre à mettre de côté, leur dire, regarde là mon fils, là maman elle te donne 20 euros d'argent de poche tous les mois. Je dis n'importe quoi. Avec ces 20 euros, soit tu les utilises entièrement pour t'acheter des bonbons, des cigarettes, non pas des cigarettes, des vêtements, bon je dis n'importe quoi, parce qu'avec 20 euros, bon bref. Ou soit tu te dis, t'en utilises 16 et t'en mets 4 de côté. Dès le plus jeune âge, tu peux leur apprendre ça. Il va mettre 4 euros. Déjà, tu leur montres l'exemple toi-même en disant, voilà, on va prendre plutôt ça, et comme ça on mettra de côté pour pouvoir... Même dans ton assiette, écoute, tu adores ça, garde-en un petit peu pour la fin. Il reste encore un peu de gâteau, mais on va pas tout finir, on va en garder, comme ça demain on en aura encore. C'est vrai que la bouffe, l'alimentation, c'est très bien. C'est une gestion du budget. Et le budget, c'est pas que l'argent, c'est les quantités de façon générale. Ça va être ce qu'on mange, ce qu'on consomme en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'alimentation, c'est bien. Souvent, nous, on est confrontés à ça avec Elena. Pas de gaspillage déjà. Il reste pas de gaspillage, mais c'est vrai que des fois, il reste du gâteau. Et elle a envie de le finir. Et tu sais, on se sert une part de gâteau, tout ça. On peut reprendre. Et elle regarde dans le moule comme ça, elle dit, ah, mais il reste du gâteau et tout. Je dis, non, mais Léna, là, on a assez mangé. Le gâteau, on va le garder pour demain. Mais même on lui explique, on lui dit, demain, t'as pas envie de manger du gâteau encore? Elle dit, si. Je dis, donc on va le mettre dans le frigo, comme ça on en aura demain. Donc on le présente de cette manière-là et on fera pareil avec l'argent. Et donc faire une épargne à ses enfants. On lui parle déjà d'argent d'ailleurs. Épargner pour ses enfants, c'est pas les desservir. Non. C'est vraiment nous-mêmes, on a eu de l'argent de nos parents. Oui. Ils ont mis de côté pour nous. Oui. Et ça et au contraire. Souvent, les gens, ils voient ça, ils disent, ouais, c'est comme les héritiers. Les héritiers de gens très riches. Oui. Ils disent, ouais, tu vois, les héritiers, ils connaissent rien à la vie, ils sont là, ils savent qu'ils vont... T'es pas obligé de trimer, de galérer et de manger... Voilà, dans la rue pour comprendre la valeur et l'importance de l'argent, et la gestion, des économies, etc. Et la gestion, c'est ça. Moi, je connais un mec qui gagne énormément d'argent, mais il n'est pas intéressé. Les voitures, par exemple, ça ne l'intéresse pas. Il pourrait s'acheter des très grosses voitures, mais il pourrait s'en acheter beaucoup. Il pourrait s'en acheter énormément. Mais non, ce n'est pas un poste de dépense qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, ça va être plutôt d'avoir une maison confortable, de pouvoir voyager, de pouvoir offrir à ses enfants des loisirs, de plus dans les loisirs, etc. Mais voilà, il apprend à ses enfants, il leur dit, tu vois, là, papa, s'il veut, il pourrait s'acheter je sais pas, un Porsche Cayenne, j'en sais rien, mais j'en ai pas l'utilité, mon argent, je le gère, j'identifie mes postes de dépenses, j'ai envie qu'on se fasse plaisir, que toute la famille profite de ce voyage-là, et on le fait. Voilà.
on va pas non plus utiliser tout d'un coup. Ça arrivait par exemple à des chanteurs dans les années 80 ou à des footballeurs ou autres, Ah oui, ils qui vont ont avoir tout utilisé. énormément d'argent, ou même des influenceurs, des youtubeurs. Ils Mm. ont énormément d'argent qui arrive d'un coup, et hop, ils claquent tout, parce qu'ils n'ont aucune notion de la gestion d'argent, de budget. Ils vont tout claquer. Il y a des footballeurs et des chanteurs qui ont claqué mais des millions d'euros, et qui maintenant vivent comme le français lambda, qui touche le SMIC, voire moins, qui se sont ruinés, qui se sont complètement ruinés, parce que malheureusement, ils n'avaient pas eu cette éducation de gérer l'argent, de réussir à mettre de côté, d'investir aussi. Mm. D'investir, parce que un chanteur des années 80 qui va avoir 800 000 euros hop, tac, 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 qui tombe d'un coup comme ça, wow, qu'est-ce que je fais de ça? Oh, t'en investis 400 000, la moitié, dans des entreprises, en assurance vie, en SCPI, en bourse ou autre, où tu crées toi-même ton entreprise ou autre, il te reste ensuite 400 000 euros pour te faire plaisir ou quoi, et les 400 000 que tu as investis, ça va te faire des bébés, des bébés, des bébés, et toute ta vie, tu vas être tranquille. Mais moi, j'ai souvenir depuis très très tôt que mes parents m'ont expliqué les épargnes et le fait que tu as des intérêts à la fin de l'année, Ouais, que ça fait des etc. bébés, Ouais, que ça ouais. fait des bébés. Et je me rappelle que très tôt, parce Et que que t'en auras- du coup, on n'était même pas encore en euros quand je faisais ça, donc Ouais. ça remonte. Même si on est un peu ancien. Ouais. Mais je me souviens que j'avais mon carnet et qu'à chaque fois je faisais des dépenses et que j'avais de l'argent qui rentrait, je faisais mes sommes, mes trucs et tout, dans un petit Ouais. carnet et tout ça. Et Ouais. que mon objectif c'était qu'il n'y ait jamais de trucs qui sortent. Ah, Je voulais que ça rentre dans mais oui. mon argent de poche. Non, mais c'est Bref. ça. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Et pourtant, c'est pas mes parents qui m'ont dit faut pas que ça sorte. Nanana. Non, Non, mais c'est ouais. juste qu'ils me disaient faut faire attention, faut pas être à découvert, faut faire ça. Et quand j'étais enfant, je me rappelle très bien de. Ouais, moi, Ouais. c'est vrai que c'est. Je me rappelle que mon père, il m'avait montré, on avait une application, c'était un logiciel payant. Rouge et vert. C'était Money 98. Sur, 98, sur, les gars. sur Windows, Ouais. Windows 98. Et je me rappelle que on l'avait et donc je rentrais mes trucs, quoi, mes dépenses, Ouais. mes entrées. Il y avait les Entrée-sortie, ouais. il y avait les taux qui étaient mis pour que j'ai les intérêts qui s'ajoutent, etc. Et je trouvais ça trop génial. Et ça m'a intéressé donc de mon plus jeune âge, les finances et la gestion des finances. Donc sans aller de manière poussée. Moi, je suis pas du tout quelqu'un qui est intéressé par la bourse et compagnie. Non, mais Mais, savoir comment gérer la son base. argent, la Et- base. et Il y en je a raj- qui ont un kakebo aujourd'hui. Ouais, Cherchez ça sur Amazon, n'importe où, vous en trouverez. ouais. C'est bien de savoir gérer son argent. Et C'est important. effectivement, l'argent de poche, ça peut aider aux enfants à gérer leur argent. Et il faut savoir identifier aussi comment tes enfants grandissent. C'est-à-dire que si toute ta vie, donc si pendant 20 ans, voilà, on va partir sur les 20 ans de vie de ton enfant, tu as mis de côté tous les mois 10 euros pour lui, au final, ça peut faire un petit pactole quand même pendant 20 ans. Donc si à la fin, il y a 10 000 euros qui sont là, si tu juges que ton enfant n'est pas assez mature, n'a pas la maturité, ne sait pas gérer son argent, si tu le vois devant toi tous les jours dépenser son argent et te demander tout le temps « Maman, je veux ce jeu, je veux ce jeu ». Il y a des ados, à 17 ans, ils sont toujours avec cette phrase de « Maman, je veux ça ». Non, à 17 ans, tu dis plus « Maman, je veux ça ». Et même normalement, tu ne dois jamais le dire. Donc si tu vois que ton ado à 17 ans, il est toujours à « Maman, je veux mon scooter, maman, regarde cette trottinette, regarde, elle coûte que 300 euros ». Si ton ado de 17 ans dit cette phrase « Ça coûte que 300 euros », c'est que, voilà, il n'a pas compris c'était quoi l'argent, il ne saura pas gérer son argent. Donc, les 5 000 euros, les 10 000 euros que tu as mis de côté pour lui, tu les laisses de côté. Ça va continuer à faire des petits jusqu'à ce que ton enfant soit plus grand, qu'il trouve un copain, une copine, peut-être qu'il ait des enfants, rentre dans la vie active. Et quand il aura 25 ans ou 30 ans et qu'il devra acheter sa maison, eh ben, ces 10 000 euros, peut-être que maintenant, il y en aura eu 12 000 ou 13 000 ou 15 000, je ne sais pas où tu auras placé ton argent. Et là, tu pourras dire, tu sais quoi mon fils? Là, je peux te donner 15 000 euros, je suis fier de toi, tu vas acheter ta maison, tu as un beau métier, tu sais gérer ton argent, tu fais plus n'importe quoi, je suis fier de toi, tiens, et là, tu lui donnes ton argent. Souvent, il y a des parents qui donnent à 18 ans et des fois, c'est pas le bon plan. Parce que les jeunes à 18 ans, des fois, ils font n'importe quoi. Il faut vraiment le Il savoir. faut vraiment sentir ton gamin, comment Ouais. il va être. Des fois, attends qu'il ait 25 ans, 30 ans, qu'il soit vraiment assis dans sa vie active. Et là, au moins, tu mets de côté et tu laisses. Tu lui dis même pas.
tu laisses, tu laisses, tu laisses, tu laisses. Et puis quand tu le sens, que vraiment il en a besoin, là tu vas. Sauf si l'enfant est au courant qu'il a des épargnes. Putain, il n'a pas besoin d'être au courant. Non, mais moi, je sais que j'ai toujours été au courant que j'avais des épargnes, Oui, par mais exemple. moi aussi. Mais ma mère m'a jamais dit, à 18 ans, tu auras ça. Ah, mais moi, je savais comment j'avais. Oui, mais c'est pas, les parents sont pas forcés de te le donner à 18 ans, tu vois. Ah non. Donc voilà, si vraiment, voilà, tu sens que ton enfant n'est pas en capacité de gérer l'argent que tu vas lui donner, et ben tu ne lui donnes pas, tu attends. Des fois, tu attends 5 ans. En 5 ans, l'enfant, il a grandi, il a trouvé son boulot. S'il faut, il a gagné déjà plus d'argent que toi parce voilà, des fois, un enfant, ça peut, ça peut te surprendre. Donc voilà. Voilà, faire ça. Ok. Je mets de l'argent de côté tous les mois, mais cet argent sert pour plusieurs choses. Les vacances et les grosses réparations de voitures, entre autres. C'est-à-dire que le montant grandit, mais lentement, du coup. Est-ce que pour vous aussi, cet argent qui est de côté sert pour ces dépenses-là, ou bien ces dépenses font partie des dépenses courantes mensuelles? En gros, pour résumer, elle a une épargne. Son épargne grandit, mais pas suffisamment vite à son goût. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle sort l'argent. Elle a une épargne, on va dire que c'est un livret A, et elle pioche dedans très régulièrement, tous les mois même, pour des dépenses de type quoi? Vacances et réparation de voitures. Est-ce que nous, on fait ça? Non. On n'a pas d'épargne vacances. Non. On n'a pas d'épargne voiture. Enfin, en fait, on a de côté pour au cas où, effectivement, la voiture se casse, qu'on doit racheter une voiture. C'est ça. Mais Après, tout ce qui est... déjà, si la voiture elle a besoin de réparation régulière, c'est qu'à un moment donné, peut-être qu'il faut Change de voiture. changer de voiture. Quoi. Parce qu'une voiture qui est Ouais. bien, on ne doit pas aller au garage pour d'autres raisons que les révisions. que les révisions. Quoi. Ou les Et pneus, puis changer les les trucs pneus Les de trucs comme temps ça. en temps. Mais si là, tu n'arrives pas en fait à gérer ton épargne, fais-toi 2 épargnes. Tu te dis, là, sur ce livret-là, sur ce compte-là, un livret A ou assurance vie ou quoi, je vais mettre 20 € tous les mois. Et ici, là, je n'y touche pas. Ici, je n'y touche pas. Et sur un autre, tu peux l'appeler ça ton compte épargne bis, qui va lui être là pour faire des petits, mais pas trop, parce que dedans, tu vas régulièrement piocher pour les vacances ou autre. Voilà. Ça changera rien, en fait, aux épargnes, de faire ça. Non, mais ça- juste, psychologiquement, ça sera tu mieux. verras le compte grossir. Voilà. Ça sera plus intéressant pour toi, c'est ça. Et du coup, l'argent que tu sais que vraiment tu peux te permettre de ne pas toucher, je sais pas, si tous les mois tu mets 50 € et que tu te rends compte en fait que t'en utilises 25 quoi, tiens, en faisant tes calculs, et ben ça veut dire que donc tu as 25, 17. ouais, on arrête après ça, ça veut donc dire que 25 €, eh ben tu les as ces 25 €, tu les as et tu les touches pas. Ça veut dire que tous les mois tu mets 25 €, tous les ans ça te fait 250 plus 25, ça te fait 300 € tous les ans. Tous les ans, tu as 300 € qui sont mis. Et eux, tu les touches pas. Donc au bout de 3 ans, tu es à 1000 € déjà. Tu les as pas touchés, ces 1000 €. Tu as 1000 € de capital qui sont là sur ton petit compte. Si tu les as investis sur une assurance vie en unité de compte, par exemple, qui peut te rapporter 3 à 4%, Plus les épargnes. voilà. Et les hein. intérêts, pardon. Donc ces 1000 €, ils t'auront rapporté 30 €. Plus ensuite, ces intérêts, tu les capitalises, etc. Ça fait grossir, ça fait grossir. Au bout de 10 ans, tu peux avoir un petit paquet qui est conséquent sans même t'en rendre compte. Sans même t'en rendre compte. Alors que là, vu que tu as juste un seul compte épargne, que tu mets, que tu pioches, que tu mets, que tu pioches, au final, tu as l'impression qu'il grossit, mais comme tu dis, très lentement, et c'est pas encourageant. Donc fais 2 enveloppes, tac tac, une où tu pioches, et une où vraiment tu touches pas. C'est très important. Très très important. Bon, ben on va s'arrêter là ou pas? Ouais, je pense. Je vite fait regarde le chat. 3 secondes. Merci à vous d'avoir supporté mes toussements. J'ai beaucoup moins toussé sur la fin, t'as vu? Oui, on dirait que ça s'est calmé. Je pense que j'avais vraiment un espèce de cheveu qui me gênait. Pourtant, j'avais ma tisane, mais ça me... Je sais pas. À un moment donné, je me suis dit, je vais aller te chercher une cuillère de miel, c'est pas possible, tu vas te décéder à côté de moi. Non, je sais pas, ouais. Mais... En tout cas, il y a eu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup à Pop Story, à Lolita, à Aurélie, à Jessie,
à Clémentine, à Oda. Vous avez été très, 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 très active et merci beaucoup. Et Oda s'est beaucoup inquiété pour toi. Oda s'est inquiété pour moi? Ah ouais? Ouais, pour ta toux. Ouais. Elle a Non, dit que mais j'allais c'est- faire l'infirmière ce soir. Non, pas du tout, c'est juste une toux. Ouais, une petite fatigue de voilà, c'est. D'ailleurs, t'as balancé mon plaid par terre, mais sans aucun... Ouais, parce qu'il me, Respect, il me quoi. donnait chaud. Bah oui, t'avais froid. Je t'ai- Je sais pas pourquoi j'avais cette petite toux là. Je peux En pas, plus, tu sais... je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Peut-être t'avais un petit stress. Non, pas forcément. Je sais pas, t'avais froid de stress, peut-être. Ouais, peut-être, c'était Parce ça. qu'après, tu l'as balancé, le truc, comme un malpropre. C'est moi qui l'ai tricoté, le truc, s'il te plaît. Non, mais zéro. Est-ce que vous avez vu que je me suis rasé complet ou pas? C'est pas Hein? pour vous, hein, c'était pour moi. Ah, Clem pour les intimes. Ok, Clem, parce que Clementine, là, trop compliqué. Bon, merci les amis, on va vous laisser. La semaine prochaine sur Twitch, on part sur un live sexualité. Et on a dit qu'on parlait du Aucune idée. porno, non? Je crois que c'est ça Ah qu'on non, avait on dit. n'a rien dit du tout. Je crois qu'on avait dit que c'était le porno le On n'a premier. rien dit du tout. Mais si, on avait dit que c'était. Ah on non. commencerait par le porno, après on parlait de la masturbation. On peut faire ça, mais c'était pas... Je pense que le porno c'est bien. Ouais, mais on peut pas parler du porno. Il faut un Non, mais on axe. fera des sondages. Non, mais il faudrait faire une question autour du porno. Oui, mais le thème principal sera le porno. Mais non, parce Hein qu'il faut pas que ce soit un thème principal. On fera un thème précis concernant le porno. Une question concernant le Bon, porno. ça sera concernant le porno. On va, comment dire ça comment dire, pas clarifier, mais pas On détailler. va mais quoi. déterminer. Déterminer, voilà, un peu plus en On détail. va spécifier plus tard. C'est ça. C'est une clémentine en anglais, Clementine. T'es sûr? Ça s'écrit comme ça, Clementine en anglais? Avec un K? Jamais. Clementine avec un K, toi, t'es sûr de ça? Et avec EIN Ouais, ça m'étonne. Mais en allemand peut-être. on va parler effectivement du porno. On va un peu plus, voilà, En anglais, centrer. Clementine, c'est C et après c'est IN. Ouais. On va un peu plus centrer du coup, mais ça sera autour du porno. On va vous poser des questions, on va vous faire des sondages sur Instagram et sur Facebook comme d'habitude, donc restez aux aguets. Effectivement, qu'est-ce que j'allais dire? Mardi prochain, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire comme live. On a des idées, mais on n'a pas choisi. Donc on vous le dira ce week-end. On verra. On vous le dira ce week-end. Merci les amis. Est-ce que ça vous a plu? Apparemment, ça vous a plu quand même. Hein, merci pour tous vos conseils. Bonne soirée, c'était très intéressant. Non mais voilà, je sais pas si ça vous a appris des choses ou pas. C'était vraiment le plus vulgaire possible, le plus basique possible. C'est impossible de rentrer dans les détails. C'est pour ça que je vous donne plein de noms comme ça, de sites internet à consulter. Parce que si c'est des sujets qui vous intéressent et que vous voulez gagner un peu plus d'argent avec vos épargnes, il faut se renseigner. La première étape, c'est de regarder des lives comme ça, très simples comme on fait. Et ensuite, d'aller sur des lives un peu plus techniques. C'est très important de prendre le temps, de pas juste parler 2 heures avec son conseiller bancaire qui va vous dire... Moi, j'ai pas été d'une grande utilité, mais j'espère Si. que ma présence vous a plu. Non, tu as été très utile. Mon tricot a bien avancé. Tu as été Ah. très utile pour animer les questions, parce que je savais même pas où on en était dans les questions. Mais moi non plus, des fois. Hein, Pour faire des... T'as oublié aucune question, non? Non. Bah tu vois, t'as oublié aucune question. Tu m'as permis de boire de l'eau, de boire ma tisane, d'économiser. Et c'était très bien. Ouais, tu vois. Ouais, attends. Bon bah tant mieux si vous avez J'étais appris... le tampon. Tant mieux si vous avez appris des choses. C'était plus détaillé que le premier live sur les finances, apparemment. Bah écoute, Curly, bah merci. Ouais, je sais pas si c'était plus détaillé. C'était des questions différentes, donc hors PEL et livret A, je connaissais rien. Charlène, elle dit ça. Mais là, franchement, j'ai utilisé des termes tellement basiques et tellement... C'est simple. simple, mais à m'écouter, ça fait vraiment débutant en fait. Quand je m'écoute parler, là, comme je vous ai parlé, ça fait vraiment débutant. Et ça me dérange parce que je pourrais utiliser des termes beaucoup plus techniques et Mais beaucoup plus poussés, mais j'ai pas envie de le faire. Et du coup, quand je m'entends parler, je me dis, mais limite, ce que je dis, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais non, mais t'as C'est comme si tu parlais de tricot et que tu disais, ouais, bah en fait, le tricot, tu as 2 bouts de bois comme ça, tu fais ça avec du coton et puis ça crée un pull. Tu vois, c'est un peu ça que j'ai l'impression, mais en fait, il faut utiliser des mots simples, mais le fait que j'utilise des mots aussi simples et aussi banals, j'ai l'impression que je dis des conneries. Alors que non, hein.
C'est pas des conneries, tout ce que je vous ai dit, mais j'ai l'impression de passer des fois quand je m'entends parler, je dis mais mec, tu sais pas ce que tu dis ou quoi? Tu sais, je suis là, je bégaye, j'utilise des mots qui ont rien à voir avec le monde de la finance, tu vois. Mais en fait, c'est correct tout ce que je dis, mais j'essaie d'utiliser des mots les plus simples. Donc, tant mieux si ça vous a été le plus clair possible. J'ai fait de mon mieux et je ferai toujours de mon mieux. Voilà, et ce sera toujours un peu comme ça, je pense. Si un jour il y a besoin d'être plus poussé, plus technique, je le ferai peut-être. À mon avis, vous ne serez pas 100 sur le live, vous serez 10. Ça sera des live Twitch spécial SCPI, tu sais, vous serez 10. Mais c'est pas grave, vous serez 10. Ce sera très bien. C'est comme un médecin qui t'explique une maladie. Ah, c'est pas faux ça. Merci Charlène pour cette... c'est quoi le mot littéraire pour ça? Cette comparaison. Comparaison, voilà. Merci. Comparaison parce qu'il y a comme. Ah, c'est ça. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, bisous, bisous. Et merci beaucoup.